Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour le top des séries de 2024. Donc je vais enregistrer mon écran, on va pouvoir commencer, hein, parce que du coup c'est la troisième vidéo concernant les séries télé et en même temps la cinquième concernant les petits tops de 2024. Donc vous commencez à connaître les règles, même si je vais les répéter pour les nouveaux. Donc voilà, les séries que j'ai préférées, donc sont celles que j'ai notées entre 7,75 et 10 sur 10. Bon, il n'y a pas de 10 sur 10, comme pour le flop, hein, je mets que c'est entre 0 et 4,75, mais en réalité, il n'y a pas de 0. Hein, voilà. Il n'y a pas de truc réellement nul à 100%, tout comme il n'y a pas de truc bon à 100% non plus. Alors, il y a toujours des petits défauts, des petits trucs à sauver, entre guillemets. Bref. Donc, éléments qui jouent sur ma note, comme d'habitude, donc les acteurs et les actrices présents ou présentes. Forcément, plus je les adore, plus je vais avoir tendance à apprécier un peu plus le show. Et si c'est des acteurs et des actrices que j'aime moins, je vais avoir plutôt tendance à moins apprécier le show. L'acting est très important pour moi, hein, étant une personne qui a fait du théâtre pendant quelques années, tout ça, notamment avec Vincent Garanger, qui était le directeur du Préau à l'époque où je faisais du théâtre là-bas. Alors c'est pas lui qui me donnait les cours, mais en tout cas, des fois il regardait un peu ce qu'on faisait et tout, il nous donnait des petits conseils. Donc pour ceux qui ont vu la série Lupin, vous devez savoir de qui je parle. Le scénario, du coup, bah voilà, pour moi c'est très important, hein, on l'a vu avec Arcane qui pour moi n'entre pas dans le top parce que le scénario est trop mauvais en fait. Voilà, l'animation c'est très bien, de faire une animation la plus belle de cette année, j'ai même envie de dire pour Arcane, hein, s'il va aller donner des récompenses, hein, je dirais qu'Arcane a la plus belle animation de l'année. Mais le scénario il suit pas, et pour moi, bah, le scénario est plus important que l'animation, et du coup, bah voilà, je prends l'exemple d'Arcane, que c'est plus simple à expliquer avec Arcane. Voilà. Le développement de personnage, moi j'aime beaucoup quand un personnage il se développe. Vous l'avez vu dans le flop, hein, que Avatar s'est pris une note très sévère. Alors pas que pour ça, mais le fait que Aang soit exactement le même au début à la fin de l'histoire, moi ça m'a saoulé. Hein. Personnellement, j'ai pas envie de m'investir avec un personnage comme ça. Voilà, mon attente forcément ça peut jouer, hein. Une série dont j'ai beaucoup d'attentes bah, peut plus me décevoir qu'une série dont je n'ai aucune attente qui du coup peut me surprendre. Voilà. La vie des autres joue également, comme j'ai déjà dit plein de fois, plus des gens vont défoncer une série, plus je vais être curieux de pourquoi on la défonce, et du coup je vais y trouver des points positifs, peut-être que je n'aurais pas trouvé si je n'avais jamais entendu parler d'une série, et à contrario, plus une série est encensée, bah, plus là je vais y voir des défauts et avoir tendance à être un peu plus minutieux sur certains trucs, voilà. Ce qui ne veut pas dire que forcément, parce que je vais être plus minutieux, je vais mal noter le truc. Hein, voilà, il y a quand même un tout à prendre en compte. Le genre compte énormément, plus pour les films que les séries, mais quand même, de base, je suis pas un grand fan de science-fiction, et j'en ai vu quand même pas mal parmi les séries télé, donc voilà, j'essaye des fois de sortir un peu de ma zone de confort et tout, mais voilà, un peu moins en termes de séries télé que films, mais quand même. L'envie de revoir le programme, pour moi, avoir envie de revoir un film ou une série, bah, c'est plutôt bon signe. Est-ce que ça en fait un film ou une série de très très bonne qualité? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça en fait que moi, en tout cas, j'adore. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces vidéos-là sont totalement subjectives. Voilà. Hein, l'objectivité, ça n'existe pas. Voilà. Parce que même quand on veut donner des arguments objectifs, bah, au final, on sélectionne ces arguments pour bah, justement que son argument soit validé. Donc, ce qui ne veut pas dire que quand on veut se dire objectif, l'objectivité est réellement présente. Bref. L'envie d'arrêter un show, ça c'est plutôt mauvais signe. Là on est dans le top, donc forcément ça n'arrivera pas. Mais effectivement dans le flow, vous avez vu que j'ai déjà arrêté. Enfin je crois que je sais même plus si je l'ai dit, mais Exploding Kitten, j'ai vu le premier épisode. Non je l'ai pas dit, mais Exploding Kitten, j'ai vu le premier épisode, j'ai arrêté, et je me suis dit, allez, il faut quand même que je la voie en entier pour vraiment en parler, plutôt que juste dire oh j'ai vu le premier épisode, c'était nul, j'ai pas continué. Donc l'envie d'arrêter un show, comme ça a été le cas d'Avatar, le dernier maître de l'air,
ou Nick Gayton où j'ai vraiment arrêté de regarder, puis j'ai repris pour ces vidéos-là, forcément ça compte sur la note. Voilà. Et la langue de visionnage, comme j'ai dit, ça compte aussi également parce que bah, entre une série, bah, un film que je regarde en VF, qui est ma langue natale, forcément ça va aller, mais sur un film où je regarde en version anglaise, ou version coréenne, ou version japonaise, bon là, forcément c'est plus compliqué, c'est pas ma langue de base, du coup je vais me concentrer sur les sous-titres, en même temps sur ce qui se passe à l'écran, et du coup je peux perdre bah, de l'information sur certains shows. Donc voilà. Du coup, on va pouvoir commencer. Non, d'abord les notes, effectivement. Il y a deux choses à dire. Donc, il y a les notes du public, donc, que j'ai pris sur Allociné, qui ne sont pas forcément représentatifs totalement du public, hein. Comme je le mentionne, il y a certaines séries où il y a peut-être que un ou deux votes, voire une dizaine de votes, comme certains ont une centaine de votes. La seule note qui est pour représentative dans mes souvenirs, c'est de Fallout, où la note de Fallout a presque 4000 votes. Voilà. Mais il faut se dire que chaque note n'est pas forcément hyper représentative du public, parce que certaines n'ont qu'une dizaine de votes, d'autres ont plusieurs milliers de votes, d'autres qu'une centaine ou plusieurs centaines de votes. Bref, toutes les notes n'ont pas forcément le même nombre de personnes. Vous verrez que sur les vidéos concernant le cinéma, là je suis en train de continuer à faire les diapos au moment où j'enregistre, il y a même des films où il y a zéro vote, donc il n'y a que ma note à moi, mais où personne n'a voté. Bref. Et parmi les classements, vous verrez, vous avez déjà vu, que des fois il y a des plus et des moins, donc c'est quand au sein d'une même note, donc là j'ai pris l'exemple de ma trilogie préférée, où pour moi tous les films c'est clairement un 10 sur 10, mais pour moi, bah, on peut quand même classer à l'intérieur d'une même note. Et du coup, je le fais avec des plus ou des moins, comme ici, où même si pour moi la trilogie c'est totalement un 10 sur 10, bah j'ai quand même une préférence pour le retour du. Bah, pour les deux tours, puis pour le tour du roi. Et le côté de l'anneau, c'est celui des trois que j'aime un peu loin, en même temps un peu moins, qui est aussi un peu plus long que les autres de mémoire. Et puis en même temps, bah, c'est. En fait, je pense que quand tu découvres pour la première fois, c'est incroyable. Mais c'est vrai que quand c'est comme moi, où t'en es à la 20e, 30e visionnage, bon, bah, le début, enfin, toute cette partie jusqu'à ce qu'ils partent à l'aventure, c'est pas moins intéressant, mais c'est vrai que moi, j'aime tellement ces histoires d'aventure que bah, j'ai toujours hâte qu'on soit à l'aventure. Et sur la version longue, bon, bah, ça prend quand même du temps. Donc c'est pour ça que c'est celui qui en 10 moins, parce qu'après, bah, sur les autres, on est déjà dedans, et voilà. Bref. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc, à la huitième place, du coup, on a Parasite The Grey, donc, que j'ai noté 7,75 moins sur 10, donc c'est-à-dire qu'il y a deux séries à la huitième place, que j'ai noté, enfin, que le public a noté 3,6 sur 5, donc qui fait à peu près 7,2, donc on est à peu près d'accord avec le public, en tout cas pour ceux qui ont voté. Donc voilà, donc qui est produit par Netflix, réalisé par Yeon Sang-ho, avec Jeon So-ni dans le rôle de Jeong Soo-in et de Heidi, donc qui est la créature, Ko Kyo-hwan dans le rôle de Seo Kwang-woo, ou encore Lee Jong-hyun dans le rôle de Choi Jung-kyung. Donc, qui est une série d'action, horreur et science-fiction en 6 épisodes que j'ai vu en VF sur Netflix et qui est une série coréenne. Donc, le résumé, une myriade de créatures parasites tombent de l'espace et commencent à infester des humains, à les tuer et à les transformer complètement en créatures capables de métamorphoser leur tête de n'importe quelle façon. Voilà. Donc, en gros, dites-vous que la partie humaine, enfin le corps humain, c'est Soo-in, et Heidi, en gros, c'est la créature, hein, voilà, qui est là. Bref. Euh, alors, Parasite the Grey, je l'ai découvert tardivement. J'étais au courant de son existence, mais quand je voyais la bande-annonce, ça m'intriguait et en même temps, ça me donnait pas plus envie que ça. Ce qui est, je trouve assez amusant, c'est que par rapport aux relations entre la Corée et le Japon, c'est que du coup, c'est une série coréenne qui adapte un manga japonais. Je trouve ça assez amusant. Voilà. Et ça se ressent un peu par moment, je trouve, mais bon, c'est pas non plus problématique, mais je trouve que ça se ressent quand même. Voilà. Donc, l'histoire, comme j'ai dit, c'est du coup une jeune femme qui va du coup recevoir un parasite en elle,
mais dans une condition très particulière que je n'expliquerai pas, et qui fait que le parasite n'a pas pris entièrement contrôle de Swin, et du coup qui est une sorte d'hybride qui doit survivre entre d'un côté les humains qui du coup vont clairement en avoir après elle, parce que bah, pour elle, elle est juste un monstre. Et en fait, du côté des parasites, ben, eux aussi ne veulent pas la garder, enfin, ne veulent pas d'elle dans leur communauté. Sauf au bout d'un moment, ils se disent, mais en fait, elle est hyper intéressante comme créature, parce que du coup, aux yeux des monstres, elle est comme une sorte d'hybride, mi-humaine, mi-monstre. Et en fait, les monstres n'ont plus d'émotion, plus rien. C'est vraiment, voilà, ils ont pas, ils ont rien, pas d'émotion dans ce qu'ils font. Alors que Swin, comme elle a encore sa partie humaine et que le monstre peut prendre possession d'elle que 15 minutes par jour, je crois, un truc comme ça, enfin le temps du moins qu'elle recharge ses batteries, si on peut utiliser cette expression. Euh, et, euh, et du coup, ce qui fait que bah, Swin, elle a encore ses émotions et peut plus facilement se camoufler dans, dans, dans la société. Bref, là où les monstres, eux, ils peuvent moins le faire parce que bah, comme ils n'ont pas d'émotions, ils sont plus faciles à capter, en sachant que dans la série, il y a déjà du coup cette chose qu'on appelle The Grey, qui est une sorte de police qui chasse les monstres, voilà, et qui ont déjà des techniques, des appareils pour retrouver les monstres, pour les traquer, tout ça. Donc voilà. C'est c'est pas plus mal. Alors, la série, en soi, moi j'ai passé un bon moment. Je crois que j'ai dû la mater en une journée, peut-être deux, je sais plus si j'ai tout maté d'un coup. En tout cas, je me souviens que j'ai fait des pauses entre deux pour aller faire des courses ou me promener ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je l'ai maté en très peu de temps. Et en soi, j'ai trouvé ça sympa, mais en termes de drama coréen, c'est pas non plus mon préféré, parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu long pour ce que ça veut raconter. Alors je connais pas le manga, voilà, je sais que c'est une adaptation de manga, mais je n'ai jamais lu le manga. Mais c'est vrai que tu as tout ce côté, voilà, on traque les monstres, et puis on a un peu l'hybride au milieu, voilà, qui va essayer de sauver les humains et tout, enfin bref. C'est plutôt sympa, mais je trouve que c'est peut-être un peu long, parce que je crois que les épisodes sont quand même assez longs. Mais ça reste quand même cool, parce que bon, les séries de monstres coréennes sont plutôt sympas. Je dis plutôt sympa parce que j'ai tenté la créature de Kyung-sang, parce qu'il y a l'actrice Han So-hee dedans, qui est mon actrice coréenne préférée, clairement. Mais voilà, j'ai vu l'épisode pilote, j'ai du mal à accrocher, c'est pour ça que la créature de la saison 2, la créature de Kyung-sang n'apparaîtra pas ici parce que j'ai arrêté dès l'épisode pilote. Peut-être que je redonnerai une chance à cette série-là, mais de manière générale, je trouve que les séries de monstres coréennes sont plutôt pas mal. On a Le Feu avec les zombies qui est plutôt pas mal, Sweet Home qui est mon drama coréen préféré, qui est avec des monstres et tout. Bref, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais je pense que malheureusement, Parasite a tendance à forcément subir, de ma part en tout cas, une comparaison avec les autres séries de monstres coréennes. Et je trouve que bah, ici, on est un petit peu en dessous, même si ça reste quand même pas mal à regarder. Voilà. Ensuite, on a Percy Jackson et les Olympiens. Donc, j'ai noté saison 75 aussi, mais en plus. Que le public a noté 3,3 sur 5, donc ça fait quoi 6,6 sur 10. Produit par la 20th Century Television, réalisé par James Bobbin, Anders Engstrom et Jet Wilkinson, avec dans les rôles principaux, du coup, Walker Scobell dans le rôle de Percy Jackson, Léa Sava Jeffries qui joue Annabeth Chase, ou encore Ariane Simhadri qui joue Grover Underwood. Donc, qui est une série d'aventures fantastiques et de comédies dramatiques en 8 épisodes, que j'ai vu en VF sur Disney+, voilà, qui est une série américaine, qui a débuté en 2023, mais je crois qu'en 2023, il n'y avait que un ou deux épisodes de sortie, et bah, le reste des 8 épisodes est sorti en 2024, donc je l'ai plutôt compté comme une série de 2024, voilà. Euh, Parce que je trouve que bah, en fait il y a plus de la moitié qui est sortie en 2024, donc voilà. Mais il faut quand même mentionner que ça commence à être diffusé en 2023. Du coup,
Le résumé, Percy Jackson, un jeune adolescent de 12 ans, se trouve confronté à une mission périlleuse tout en échappant à des monstres et des divinités. Il doit traverser les États-Unis pour trouver l'éclair primitif de Zeus et ainsi empêcher une violente guerre divine. Épaulé par ses compagnons, Annabeth et Grover, Percy s'engage. Bon, attends, je la refais parce que j'ai oublié de faire la pause. Épaulé par ses compagnons Annabeth et Grover, Percy s'engage dans cette quête, s'approchant ainsi des réponses qu'il recherche. Comment s'intégrer dans un monde où il se sent exclu et découvrir son destin. Bref. Donc, Percy Jackson et les Olympiens, alors je suppose que peut-être certains d'entre vous ont vu mes reviews sur Percy Jackson, donc si c'est pas le cas, je vous mets la petite fiche comme pour à chaque fois ce que j'ai déjà fait en vidéo, voilà. Et moi, c'est une série que j'ai plutôt appréciée. Alors, c'est vrai que ça fait très enfantin. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ont gueulé parce que du coup, Annabeth, ici, elle est noire au lieu d'être blanche. Bon, je me souviens pas si les romans le font une description aussi détaillée de la couleur de peau et tout. Mais dans tous les cas, moi, je ne m'aventure pas dans ces trucs-là. Ça me gonfle en fait. Voilà. Moi, c'est parce que c'est quelque chose qui me gonfle. Voilà, surtout que ces gens-là, après, n'ont pas été critiqués de Zeus qui est aussi devenu noir. Bon, là, ça va pas le critiquer, bon, parce que juste parce qu'ils aiment bien l'acteur, et en même temps, l'acteur est décédé juste après le tournage, donc bon, en même temps, ils vont pas non plus aller critiquer un homme qui est décédé, encore heureux, mais bon, ces trucs de critiquer les gens sur la couleur de peau, moi, c'est un truc qui commence vraiment à me gaver, et voilà, c'est. J'ai juste envie de fracasser des gens à chaque fois que je vois, oh, mais ça, je peux y trouver parce que machin, il y a un noir dedans, ou machin, enfin c'est ridicule. Alors oui, c'est très politique, hein, on le sait, ils font pas ça comme ça, par bonté d'âme, hein, ils le font juste parce que voilà, certaines minorités demandent d'être représentées. Et du coup, bah, au lieu de faire des films bons sur les communautés, je pense qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Euh, mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que quand on veut faire enfin, que représenter la communauté noire, la communauté LGBT, bah, c'est qu'en fait, les grands studios, ils veulent leur dire, ok, vous voulez être représenté, bah vas-y, on vous met dans les films, dans des séries, et en fait, ils le font juste pour faire plaisir, et en plus, du coup, ils ne le font pas bien. On a déjà parlé à plusieurs reprises avec la côté LGBT, qui est hyper mal représentée dans pas mal de séries et tout. Et la communauté noire, c'est exactement pareil. Alors que ce serait clairement mieux en fait de juste créer des histoires originales sur la communauté noire, sur les LGBT, tout ça. Il y a de quoi créer des histoires originales. Mais les grands studios, eux, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Donc ils représentent rapidement ces personnes-là dans certains films ou séries. Comme ça ils disent bon bah ça y est, ils sont contents, on leur donne ce qu'ils veulent. Et voilà. Alors peut-être que les communautés eux se suffisent de ça, mais alors moi pas du tout. Moi je veux des bons programmes. Voilà. Donc voilà, c'est nous mettre des LGBT juste pour dire oh là là, ils sont méchants. En plus, dans Doctor Who, t'as vraiment la France en mode oh, celle-là, je peux pas la vaincre. Enfin, celui-là ou celle-là, je peux pas la vaincre quand t'as la personne drag queen qui est méchante en plus. Enfin, bref, enfin, qui est méchant ou méchante. Enfin, bref, c'est du n'importe quoi. Enfin, bref, ils te montrent vraiment bien qu'ils en ont rien à foutre et qu'ils sont juste en train de les mettre pour faire plaisir. Et moi, ça me dérange. Moi, personnellement, ça me dérange parce que c'est forcément mal écrit. Voilà. Bref. Donc ici, je sais que ça a gueulé sur Annabeth. Moi, perso, j'en ai rien à foutre qu'elle soit noire. Tout ce que je voulais, moi, c'était une adaptation plus fidèle au roman. Que je peux pas vous montrer parce que bah, le roman il est en dessous de mon pied, donc enfin du pied pour tenir ma caméra. Mais voilà, pour ceux qui savent pas, Percy Jackson est peut-être dans le top 3, top 5 de mes romans préférés. Enfin, je parle de saga de romans, hein, je compte pas tome par tome. Mais Percy Jackson est clairement dans mon top 3 voire top 5 avec les Cheveux d'Émeraude, Harry Potter et tout ça. Euh, et Sanglant Hiver, en fait, je le montre, voilà, le truc violet avec le petit bout rose là. Si ça se trouve, il sera caché par la diapo et ça sert à rien que je le montre, mais voilà, qui est un excellent bouquin. Islandais en plus, ça change des trucs américains ou anglais. Bref. Et en fait, le truc, c'est que les films
sont tellement nuls de Percy Jackson, ce sont des très mauvaises adaptations. Alors le 1 à la limite ça peut passer, le 2 c'est tellement à chier que voilà, que même eux ils ont jamais pu faire de suite. En fait même eux ils se sont rendus compte et qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils ont chié totalement sur le 2 et qu'ils en ont totalement fait exprès. On ne dira pas que c'était pas voulu, hein, le carnage de Percy Jackson et la mer des monstres. Donc moi en fait quand la série télé a été annoncée, moi ce que j'attendais c'était une série plus respectueuse. Et effectivement, la série qu'on a eue a été beaucoup plus respectueuse de l'œuvre originale, et en même temps, Rick Riordan, donc l'auteur de Percy Jackson, était présent sur la création de l'œuvre, donc déjà ça explique que là soit beaucoup plus respectueuse. Et moi honnêtement j'ai plutôt kiffé, j'ai passé un bon moment. Alors après, est-ce que c'est vraiment une adaptation fidèle à fond? Je sais pas, parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu Percy Jackson, donc je me souviens pas d'absolument tous les détails. Mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait quand même une vibe beaucoup plus respectueuse. Déjà, t'as un personnage comme Mister D, donc, qui est Dionysos, qui est à la tête de la colonie, voilà, des Sans-Mêlés, qui n'était pas dans le premier film, voilà, et qui est pourtant un personnage très important, puisque c'est quand même le directeur, quoi. C'est quand même lui, voilà, qui gère le lieu, et dans les films on te fait, bah non, limite c'est juste Chiron et tout, alors que non, Chiron c'est pas lui qui gère l'endroit, c'est clairement le dieu Dionysos. Euh, et même un truc tout con, mais juste Percy Jackson, en termes d'âge. Je veux dire, le perso est censé accomplir la prophétie à ses 16-17 ans, un truc comme ça. Quand le film, quand t'as le premier film, l'acteur est déjà beaucoup plus vieux que l'âge à laquelle il est censé se produire la prophétie, donc déjà ça marche pas. Et pourtant, c'est pas compliqué à respecter. Et on va pas me dire que c'est pas possible de prendre des acteurs jeunes, hein. On a eu Harry Potter avec des acteurs jeunes, on a eu Narnia avec des acteurs jeunes. Voilà, parce que l'actrice qui joue Lucie, à mon avis, elle devait avoir à peu près l'âge des acteurs d'Harry Potter quand ils ont débuté, ou peut-être un tout petit peu plus vieille. Mais ça reste quand même des très jeunes acteurs. Voilà, les sœurs Fanning, dans plein de films en début de carrière, elles avaient moins de 10 ans. Donc voilà, on va pas nous dire que c'est impossible de faire des films avec des enfants. Enfin voilà, c'est totalement possible. Alors là, tu nous fais une adaptation où l'acteur il a déjà l'âge de faire la prophétie, déjà tu te dis ça commence mal, ça commence mal, sans compter tous les petits détails à la con qui sont oubliés. Bref, même Clarisse, genre Clarisse, mais tu dis c'est quoi ce bordel? Dans les films, déjà elle est pas dans le premier, c'est pas normal, et dans le 2 elle apparaît, c'est la grande pote de Percy Jackson. Et tu dis quoi? Quoi? Comment? Alors que dans les livres, la meuf c'est une harceleuse, quoi. Elle et Percy Jackson, dès qu'ils se rencontrent, ils peuvent pas se piffrer. Et puis quand il y a le truc dans les toilettes avec l'eau, bah du coup elle peut encore moins le piffrer. Voilà, et du coup les deux sont. C'est des rivaux, quoi. Donc quand dans les films on est juste en mode hop là ils sont super potes, et en plus je me souviens que dans les romans Clarisse est souvent décrite comme un entre guillemets une sorte de troll, tu vois, la meuf hyper costaud, dégueulasse et tout, en tout cas Percy Jackson l'a décrit comme ça parce que du coup c'est Percy Jackson qui décrit les choses. Et là dans les films te prend l'actrice Leven Rambin qui est canon et tout, qui n'a rien à voir avec la présentation du, euh, du roman. Alors l'actrice dans les livres, je sais, enfin dans la série télé, je sais plus à quoi elle ressemble, mais je trouvais que voilà, elle était pas forcément moche, hein, c'est pas non plus le truc, mais elle était déjà plus dans la carrure du personnage tel qu'il est censé être représenté. Donc voilà, donc moi j'ai super bien noté, je sais que la série elle est moins bien notée par pas mal de gens, je pense parce que ça fait très enfantin, faut le dire, hein, c'est vrai que ça fait très gamin comme série. Euh, mais je pense que la série va prendre en maturité avec le fait que les acteurs vont grandir, et que dans les romans c'est pareil. Les personnages grandissent à travers les histoires où il se passe certaines choses, et du coup ils vont mûrir avec le temps. Et je pense et j'espère que la série télé va également suivre cette façon de faire. Voilà. Mais en tout cas, juste du fait en tout cas moi d'avoir une adaptation déjà plus fidèle, en tout cas moi qui me rappelait des souvenirs de lecture, bah déjà fait que bah, j'ai passé un super moment. Ensuite on passe à la septième place.
où pareil, on va avoir plusieurs séries. Donc d'abord Futurama saison 8 partie 2 ou Futurama saison 12, ça dépend comment on compte. Voilà, donc j'ai mis en 8 sur 10 moins moins, ou 3,2 sur 5 pour le public, donc il fait à peu près 6,4. Donc eux, ils ont été plus sévères que moi. Produit par The Curiosity Company et 20th Century Fox Television, réalisé par Peter Avanzino, avec Billy West dans le rôle de Philip G. Fry, Katey Sagal dans le rôle de Turanga Lila, ou encore John DiMaggio dans le rôle de Bender Bending Rodriguez. Science-fiction, comédie dramatique et satire en 10 épisodes que j'ai vu en VF sur Disney+, et qui est une série américaine. Voilà. Donc le résumé, en orbite autour du Soleil, notre équipage héroïque va vivre des aventures hallucinantes à base de fêtes d'anniversaire vraiment mortelles, d'intelligence artificielle plus ou moins bienveillante, de secrets du village ancestral de Bender et de 5 millions d'années d'histoire d'une substance hallucinogène, généralement connue sous le nom de café. Sans oublier évidemment la suite de l'histoire d'amour désastreuse et intemporelle de Fry et Lila. Alors, en ce qui concerne cette nouvelle saison, donc saison 8 partie 2 ou saison 12, euh, moi personnellement j'ai passé un très bon moment, même si je veux dire j'ai vu tellement de séries et de films juste après que j'en ai très peu de souvenirs, mais je me souviens que c'était quand même dans l'état d'esprit de, de Futurama, parce que les 10 premières saisons, si on compte en saison comme ça, ont été produites comment dire, par une autre chaîne que Disney. Et ensuite Disney a récupéré 20th Century Fox, tout ça, donc c'est passé sous les mains de Disney, ce qui a commencé à faire peur. Et au final, quand on a eu la saison 11, puis la saison 12, au final, qu'on voit, c'est quand même Century Fox qui a produit. En plus, c'est Hulu qui gère la diffusion à la base. Enfin, je pense que c'est la diffusion aux États-Unis. En tout cas, nous, comme il y a Hulu, c'est que pour les Américains. Bon, bah, pour nous, c'est Disney+. Mais voilà, donc une plateforme de diffusion, ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses. Et on le voit à leur production, comme The Great, par exemple, qui est une sorte de sitcom sur l'histoire de la Russie. Voilà, enfin de Catherine the Great. En plus, incarnée par Elle Fanning, forcément, c'est incroyable. Bref. Sur Futurama, comme je disais, en tout cas, moi j'ai retrouvé l'essence du Futurama que j'aime. Pas grand chose à dire de plus, voilà. Alors c'est vrai que les épisodes en eux-mêmes, j'en ai pas forcément énormément de souvenirs, mais en même temps, ça commence à faire quelques mois. Je me souviens surtout de l'épisode, il y a un épisode en mode un peu Squid Game et tout, c'était vraiment très cool. Voilà. Et après pour le reste, c'est avec l'épisode sur l'origine de Bender, enfin de son village et tout, j'en ai quelques souvenirs, c'était plutôt sympa. Enfin bref, il y a quand même quelques souvenirs en lisant le résumé dont je me souviens, où j'ai passé des très bons moments. De toute façon, Futurama en général, je passe des très bons moments, même si je les regarde pas forcément dans les meilleures conditions, hein. La deuxième fois que je me suis fait tout Futurama, c'est quand j'ai eu le Covid. Et donc j'étais pas en bonne condition, mais au début je me suis dit, oh allez, je rebattais deux trois épisodes, et puis au final je m'étais refait les 10 ou 11 saisons, parce que je suis pas sûr que la saison 11 était déjà sortie à ce moment-là. Mais bref, Futurama pour moi c'est toujours un gros kiff. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que bon bah c'est toujours un épisode, une petite aventure, tout ça, et du coup euh, ça commence à remonter un peu loin pour m'en souvenir précisément. Mais c'est du Futurama, c'est toujours vraiment très bien. Ensuite on a Murder Club que j'ai noté en 8 moins sur 10. Le public 3,2 sur 5, donc qui fait un 6,4. Produit par Atlantic Production, Media One Studio France et B-Film, réalisé par Renaud Bertrand, avec dans le casting Eric Antonen qui joue Daniel Hansen, Tiff Endavio qui joue Amelia Delcourt, donc Tiff Endavio qui est mon actrice française préférée. Et si je devais classer toutes les actrices du monde, je pense que Tiffany Davio serait ma cinquième actrice préférée. Ça peut peut-être se jouer avec Han So-hee, qui est une actrice coréenne, mais je pense que comme j'ai vu plus de choses de Tiffany Davio et que j'adore, je pense que la cinquième place serait quand même gardée par Han So-hee et que, enfin par Tiffany Davio, et que Han So-hee serait plutôt ma sixième actrice préférée,
parce que bon, bah, avec la créature de Kyung Sang, là, un truc comme ça, que pour l'instant j'aime pas trop, faut que je laisse quand même une chance d'aller un peu plus loin, et pour l'instant j'aime pas trop, mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, Anne-Sophie est quand même dans mon top 10. Mais Tiffany Davio, pour moi, c'est top 5 de mes actrices, tout confondu, et surtout actrice préférée française. Voilà. Donc qui joue Amélia Delcourt, ou Catherine Osmaline qui joue Babette Delcourt, donc la mère d'Amélia Delcourt. Donc c'est un trailer en 4 épisodes que j'ai vu en VO sur M6+, donc qui est une série franco-belge. Voilà, pour sa VO, version originale. Et la version originale, c'est la VF. Voilà. Donc, Amélia Delcourt, 32 ans, est une policière intrépide, fraîchement intégrée à la crime et biberonnée aux faits divers par sa mère Babès, fan absolue de True Crime. Trop pressée de faire ses preuves et se fiant comme toujours à son instinct, elle commet une faute terrible lors d'une opération ruinant des mois de travail pour tenter de débusquer Shakespeare, un serial killer qui sème la terreur dans le nord de la France. Décidée à se rattraper, oui c'est ça, décidée à se rattraper et empêcher le tueur de frapper à nouveau, elle tente tout pour regagner la confiance en unité dont elle a été débarquée. Donc voilà une petite photo avec Ariel Dombal qui fait un petit caméo dans un épisode. Voilà. Du coup, série que moi j'ai vraiment bien aimé. Voilà, donc après Eric Cantona, j'avais jamais vu jouer. Je sais qu'il a fait quelques trucs, quelques films et tout, mais j'avais jamais vu. Bon, bah, Tiffany Davio, on l'ai déjà parlé. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, honnêtement. Je trouve que c'est une série que j'ai plutôt bien aimée. Alors, effectivement, la présence de Tiffany Davio, comme j'ai dit, un acteur et une actrice que j'adore est présent. Forcément, ça me fait passer un meilleur moment. Là, on a Tiffany Davio. Bon, ouais, forcément, je kiffe. Voilà. Mais la série en elle-même est plutôt pas mal, hein. Forcément, on suit une enquête, voilà, la poursuite d'un tueur en série. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que le duo, c'était un duo entre un détective privé, voilà, euh, qui a beaucoup de défauts, voilà, et une jeune policière, voilà, comme ils disent dans le résumé, qui va faire ses preuves et tout. Et en vrai, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, le duo fonctionne bien. L'enquête, elle avance plutôt bien et assez rapidement, puisque ça dure que 4 épisodes. Et en vrai, c'est peut-être un peu le défaut de la série, c'est qu'elle est très courte. Voilà, en fait, 4 épisodes, c'est très court. Bon, on te tease à la fin une possible suite. Alors, je sais pas si c'est une série qui a été annulée ou qui a été reconduite. Mais en tout cas, on t'annonce une possible suite à la fin. Et voilà. Alors, moi, j'ai plutôt kiffé. Il y a des choses qui étaient très prévisibles, notamment en ce qui concerne le père du personnage d'Eric Cantona. Voilà, c'était très prévisible. Je regarde juste, oui, j'ai à moitié écorché son nom parce que je n'étais plus certain que ça se prononce comme ça. Mais voilà, il y a des trucs qui étaient un peu prévisibles, mais j'ai trouvé quand même plutôt cool la façon dont c'était abordé. Euh, et voilà, après en termes d'acting, ça reste très bon. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que par moment, au niveau de l'acting, Tiffany Davio, ça ressemble beaucoup à ce qu'elle a fait dans la série Detox, qui est peut-être mon programme préféré avec Tiffany Davio. Voilà, donc on peut retrouver sur Netflix, hein, pour ceux qui veulent. Et c'est vrai que ça a été mon côté un peu dommage, voilà, de me dire, ouais, son acting, il ressemble quand même un peu, un peu à son personnage dans Detox. Après, ça reste quand même du très très bon acting. Mais voilà. Comme c'est une actrice que j'adore, je suis un peu plus pointilleux sur la façon dont elle joue que des acteurs un peu, enfin, je veux dire, que j'aime, que je trouve sympa, quoi, voilà. Mais voilà, en fait, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Murder Club, hein, voilà, c'est une bonne série thriller. Vous pouvez la regarder, vous allez passer un très bon moment. Et voilà. Après, il y a des choses que j'ai préférées, forcément, mais voilà, en tout cas, je suis quand même content que le seul programme que j'ai eu avec Tiffany Davio soit dans le top. Ça me fait plaisir. Ensuite, on a La vérité kidnappée, le rêve au cauchemar américain. Donc j'ai noté 8 plus sur 10, public 3,8 sur 5, donc il fait à peu près un 7,4, donc c'est vraiment pas mal. Produit par Netflix, documentaire en 3 épisodes, vu en VF sur Netflix. Voilà, et du coup, qui est un documentaire américain.
Du coup, dans cette série documentaire inspirée de crimes réels, un couple victime en 2015 d'une terrifiante effraction avec enlèvement se voit finalement accusé d'avoir tout orchestré. Alors, je vais faire globalement avec mes souvenirs parce que La vérité kidnappée, déjà j'ai fait des vidéos dessus, donc je mettrai une petite fiche où ma mémoire sera beaucoup plus fraîche. Parce que La vérité kidnappée, c'est un des programmes dont on a parlé en début d'année 2024. Donc, ça fait des mois et des mois que c'est passé. Et du coup, voilà, c'est vraiment des très vieux souvenirs. Mais en gros, on reprend une histoire vraie avec du coup les vraies personnes qui sont interviewées, hein. C'est pas un casting pour représenter ceux qui ont vécu la chose. Enfin, je pense qu'il y en a un parce que en fait en interview c'est vraiment eux, mais on a des images de reconstitution et tout, de mémoire. Et forcément, alors il y a des images des journaux qui je pense sont de l'époque, mais je pense qu'il y a aussi des images refaites pour expliquer ce qui se passe ou ce qui s'est passé forcément. Et en vrai, moi j'ai beaucoup aimé. Alors comme j'ai déjà dit, je suis pas hyper fan des séries ou des films où on met en avant ce genre d'histoire comme Jeffrey Dahmer, hein. J'ai trouvé ça dégueulasse et tout de faire une série comme Jeffrey Dahmer qui au final n'a fait que glorifier Jeffrey Dahmer et créer des fans du mec à notre époque. Franchement, je trouve que c'est une dinguerie d'en arriver là. Euh, mais voilà. Dans le cas de Jeffrey Dahmer, ici c'est différent. En fait, la bande-annonce, je me suis dit, si c'est encore un truc à Jeffrey Dahmer, ça va me saouler. Et au final, c'est pas du tout le cas. En fait, l'arrêté kidnappé en fait, raconte l'histoire du coup, d'un kidnapping où en fait la femme a été kidnappée et elle est réapparue quelques jours plus tard dans une autre ville, voilà, où elle a grandi et tout. Et en gros, le documentaire en fait raconte la vie de ces deux personnes-là, puisqu'en fait, de mémoire, dans le premier épisode, du coup, on a l'histoire de la femme qui raconte son histoire, son point de vue et tout de mémoire, et un peu comment elle a vécu la chose. Ensuite, on a le point de vue de son mari, ou peut-être l'inverse, hein, je sais plus trop si on a d'abord l'histoire du mari, enfin le point de vue du mari, ou ensuite le point de vue de la femme, ou je crois que c'est d'abord le mari, ensuite la femme, bon je sais plus, mais en gros, sur les 3 épisodes, il y en a un qui se plus sur ce qui s'est passé du point de vue de l'un, du point de vue de l'autre, et ensuite on a du coup la conclusion dans l'épisode 3 sur ce qui s'est réellement passé. Parce que du coup, à travers les épisodes qui se centrent sur l'homme ou la femme, du coup, on théorise un peu sur ce que le public a pu penser. Donc voilà, on n'est pas juste en train de dire directement, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. On amène aussi des questionnements qu'il y a pu y avoir à l'époque, tout ça, voilà. Et comment la police a abordé les choses, comment ils ont été questionnés, machin, enfin, bref. Le documentaire est vraiment très très bon. Moi j'ai vraiment adoré ce documentaire, surtout que c'est un documentaire où on a une histoire quand même assez glauque, mais en même temps où ça finit bien. Voilà, je préfère le mentionner quand même. Voilà, c'est pas un documentaire un peu morbide sur quelqu'un qui est mort ou quoi que ce soit. Même si ce qu'elle a vécu, c'est quand même très très dur, hein, ce qu'elle a vécu cette femme. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bien d'avoir une histoire qui finit bien tout en étant du true crime, quoi. Voilà. Donc franchement, moi j'ai adoré, n'hésitez pas à regarder, à voir mes reviews quand c'est sorti à l'époque, parce que bah, du coup j'avais fait mes reviews quasiment aussitôt. Donc voilà, que là je fais avec mes souvenirs de plusieurs mois plus tard, donc c'est pas ouf comme... Enfin, mes souvenirs sont pas suffisamment détaillés pour vraiment dire des choses correctes. Ensuite, on a meurtre et autres complications. Donc, j'ai noté 8 sur 10. Donc 3,2 sur 5 pour le public, donc il fait à peu près un 6,4. Produit par ABC Signature, réalisé par Mark Webb, qui a fait mes Spider-Man préférés, The Amazing Spider-Man 1 et 2. Donc voilà, avec Andrew Garfield et Emma Stone. Moi, ce sont mes préférés. Voilà. Donc voilà. Je savais même pas que c'est lui qui avait réalisé la série, je me suis rendu compte en faisant la diapo. Donc voilà, donc avec Violette Behan qui joue Imogen Scott, Mandy Patinkin qui joue Rufus Cotesworth,
ou encore Linda Emond qui joue l'agent Hilde Eriksen. C'est une série policière en 10 épisodes que j'ai vu en VF en streaming et qui est une série américaine. Le synopsis, donc Rufus Cottesworth, connu pour avoir été considéré comme le meilleur détective du monde, et passager du luxueux paquebot SS Varuna lorsqu'un meurtre y est commis dans une chambre close. Donc, c'est une série que moi personnellement j'ai bien aimée. Alors, j'avais un peu d'a priori, notamment en voyant cette affiche, voilà, qui est un peu l'affiche de la série. Et c'est vrai que j'avais un petit a priori, je me suis dit, ça a l'air un peu cheapos, hein. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien? Et finalement, j'ai regardé, j'ai kiffé. Voilà, vraiment, j'ai kiffé. C'est vraiment une bonne série. En termes d'acting, on est plutôt pas mal. En plus, on est un peu une histoire parallèle avec l'héroïne, donc Imogen, qui a toute cette histoire autour de la mort de sa mère, qui veut découvrir qui a tué sa mère. Et du coup, bah, le détective Rufus était censé pouvoir l'aider, finalement il a abandonné l'enquête, ce qui fait que même s'il est considéré comme le meilleur détective du monde, bah, elle a une haine envers lui, mais en même temps ils sont obligés de travailler ensemble sur ce paquebot pour essayer de résoudre les meurtres et tout, enfin bref, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça change par exemple du duo entre Eric Cantona et Tiffen Davio, où leurs personnages, même s'ils sont très différents, finissent quand même par avoir une bonne alchimie assez rapidement. Ici, tu sens que voilà, ils vont finir par bien s'entendre, mais extrêmement tard. Voilà, Imogen, elle a de la rancœur jusqu'à très 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 longtemps dans la série, et je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de facilité, voilà, dans le récit, dans la relation entre les deux personnages du coup qui se connaissent depuis des années. Et voilà. Donc de manière globale, la série, c'est voilà, il y a des meurtres sur un paquebot et il faut résoudre l'enquête. Avec un retournement de situation à la fin auquel honnêtement je ne m'attendais pas. Voilà, c'est une des rares séries, un des rares programmes qui a réussi à me surprendre en 2024. Donc ça c'est vraiment très cool. Après, j'ai enlevé des points parce que je trouve que 10 épisodes c'est beaucoup, beaucoup trop long. Voilà, je trouve que c'est beaucoup trop long pour raconter des histoires de meurtre sur un paquebot, surtout que le dernier épisode ne se passe pas sur le paquebot. Je raconte pas ce qui se passe sur le dernier épisode, mais du coup le dernier épisode se passe ailleurs. Et sur les 9 autres épisodes, bah, on est sur le paquebot. Principalement, il y a un moment donné où Imogen et ce mec-là arrivent à sortir du paquebot et aller sur une petite île. Bon, au final, ça va pas se passer bien, du coup, ils vont revenir sur le paquebot. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est trop long, qu'il y a trop d'épisodes, que ça aurait pu être raccourci, même s'il y a des choses qui sont très intéressantes, parce que voilà, les gens qui sont là sont pas là pour rien, ils sont pas punis pour rien. Il y a toute une question d'argent, parce que c'est que des gens riches qui sont présents. Bref, j'en dirai pas plus. Franchement, moi je conseille de la regarder. Malheureusement, hein, j'ai cru voir qu'elle a été annulée, ce qui est très dommage parce que c'est une série qui aurait mérité une suite, qui est vraiment pas mal et bon bah qui malheureusement voilà sera. Enfin, ce qui est bien quand même, c'est que la saison se termine de mémoire d'une manière à ce que voilà, il n'y ait pas besoin forcément de suite. Mais ça aurait quand même été sympa d'avoir une autre enquête ou quoi que ce soit. Enfin bref. En tout cas, si c'est une adaptation, bah, autant se contenter des romans plus tard. Et puis voilà. On passe à la 6e place avec Nude d'abord. Donc j'ai noté 8,25 moins sur 10. Donc 3,5 pour le public. Donc qui fait 7. Non, si. Oui, qui fait 7 sur 10. Donc voilà, produit par White Bunch et Alcatraz Film, réalisé par Andrea Bescon, Sylvie Verheide et Lucie Borleto. Donc en fait, chacune a réalisé les épisodes concernant chacun des personnages principaux, dont on a justement leur présence là. Donc Baptiste Masseline, donc, qui interprète Victor, donc la partie Victor qui est réalisée par Andrea Bescon. Léonie Dahan Lamor qui incarne Sophia, donc je crois que l'épisode Sophia doit être sûrement réalisé par Sylvie Verheide, et Lucie Borleto a très certainement réalisé l'épisode avec Nelligan dans le rôle principal qui joue Ada. Donc c'est un drame en 10 épisodes, donc 4 pour Victor, 3 pour Sophia et 3 pour Ada, que j'ai vu en VO en streaming puisque c'est une série française. Donc
le résumé, c'est deux jeunes adultes, étudiants lycéennes et collégiennes. C'est vrai que plus on avance, plus les personnages principaux sont jeunes. Sont contre la problématique du cyberharcèlement après diffusion d'images intimes, nudes, des jeunes femmes mises en ligne à leur insu sur l'internet. Alors, voilà un peu les trois personnages, hein, donc Victor, Ada et Sophia. Donc série qui est vraiment, vraiment pas mal, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, Peut-être ce que j'ai moins aimé en fait, qui va être plus rapide, c'est le fait de couper la série en trois. En fait, c'est bien d'avoir trois personnages avec trois histoires différentes, tout ça. Et en même temps, je trouve que c'est dommage parce qu'ils auraient pu se concentrer juste sur un et beaucoup plus développer l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, développer avec un côté juridique, un procès ou un truc comme ça, ou du moins une tentative. Je trouve que ça aurait pu être pas mal d'aller un peu plus loin dans l'histoire. Euh, En tout cas, par rapport à la réalisation, je trouve que la réalisation de l'épisode de Victor, connaissant un petit peu ce que fait Andrea Bescon, et comme c'est quelqu'un que j'ai... alors je sais pas si je suis abonné ou si je l'ai dans mes contacts sur Facebook, l'un ou l'autre. Euh, et ce qui fait que bah, je vois tous ces posts habituels. Et en fait, quand j'ai vu les 4 épisodes de Victor, et qu'ensuite j'ai vu que c'était Andrea Bescon qui avait réalisé, je me suis dit, ça me surprend pas. En fait, je trouve que ça colle très très bien à ce que pense, enfin du moins à ce que partage Andrea Bescon sur son compte, qui en gros, elle partage beaucoup de choses concernant des femmes qui ont subi des violences, des choses comme ça, mais qui ne sont pas punies par la justice. Et du coup, bah, j'ai trouvé hyper intéressant, parce que l'épisode, globalement, c'est ce qu'il raconte. Voilà, c'est qu'on a un homme qui se fait passer pour une victime et qui en fait est un enculé, mais qui va quand même s'en sortir. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est clairement le genre de choses que partage souvent Andrea Bescon sur Facebook. Et je me suis dit, ouais, en fait, ça colle très bien à la réalisatrice. Voilà. En tout cas, pour ce qui concerne l'histoire d'Ada et de Sofia, du coup, je connais pas les réalisatrices, donc là, je sais pas si ça leur colle vraiment, mais en tout cas, tu sens qu'avec Victor, t'as vraiment ce truc où Andrea Bescon, ouais, elle gère le dossier parce que bah, ça fait des années qu'elle partage des trucs autour de ce genre de sujet. Du coup, voilà. Pour l'histoire de Sophia, du coup, c'est l'histoire d'une fille qui va être filmée pendant une relation sexuelle lesbienne et qui du coup bah voilà va subir le contre-coup. Et pour Ada, elle c'est l'histoire d'une gamine qui va envoyer des nudes et qui ensuite va en subir le contre-coup parce que la personne qui, euh, qui reçoit les nudes va essayer de lui extorquer de l'argent, tout ça, enfin bref. Les trois histoires sont vraiment très 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 cool, elles sont vraiment très bonnes. Voilà, je veux dire, c'est terrible et en même temps, c'est tellement bien réalisé et tout, tellement bien joué que bah voilà, c'est un peu effrayant, hein, voilà. Et après, moi, forcément, ça perd des points parce qu'il y a des choses que j'ai préférées et surtout parce que bah, j'aurais peut-être limite préféré qu'on se concentre sur un seul personnage et pas tous. Enfin, et pas les trois, quoi. Même si je trouve les trois histoires sont cool, mais j'aurais préféré une histoire longue plutôt que trois petites histoires. Donc voilà, en plus, il y a Gringe, donc du duo Casseur-Flotteur hein, avec Orelsan, qui joue, je crois que c'est dans la partie de Sofia, je crois qu'il joue le père de Sofia. C'était très cool à voir, voilà. Euh, Pas grand chose de plus à dire, mais voilà, je viens de m'en souvenir, donc je le mentionne. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on ne tombe pas dans le piège on montre que les hommes comme des monstres et les femmes sont forcément les victimes. Alors c'est vrai que sur trois histoires, on a quand même deux histoires où ce sont des hommes les monstres et les femmes les victimes. Mais dans l'histoire de Sophia, on a une femme qui est victime et une femme qui est un monstre. Ce qui est un peu dommage quand même à noter, c'est qu'on n'a pas d'homme victime. Victor se fait passer pour une victime,
jusqu'à ce que bah, finalement on se rende compte que c'est juste une ordure. Mais ça aurait été bien d'avoir un épisode où t'as vraiment un homme qui est victime. Tu vois, j'ai pas un homme qui aurait envoyé des nudes à une meuf et que la meuf en profite, voilà, ou est joué sur son âge, ou des trucs, enfin bref, ça aurait été bien aussi de montrer ce genre d'histoire. Et pas que des histoires où il y a que des femmes qui sont victimes, parce que ben effectivement il y a sûrement beaucoup de femmes qui sont victimes de cyberharcèlement ou de choses comme ça liées à ce genre de sujet, mais je suis quasiment sûr que si on fait de la recherche, on peut retrouver également énormément d'hommes qui ont subi ce genre de choses. Donc je trouve ça un peu dommage que on n'ait pas un homme victime, parce que moi quand j'ai vu enfin, le plot de la série, en fait je m'attendais à ce que Victor soit une victime, et pas l'inverse. Voilà. Et ça m'a un peu déçu, honnêtement. Mais la série est quand même très très bonne, donc ça n'a pas enlevé non plus la déception, bah, a pas fait enlever trop de points non plus. Ensuite, on a Solar Opposite saison 5, que j'ai noté 8,5 moins sur 10, donc 3 sur 5 pour le public, donc qui fait un 6 sur 10. Donc qui est produit par 20 Television Animation, avec Dan Stevens dans le rôle de Corvo, Thomas Middleditch dans le rôle de Terry, Sean Gurmbron dans le rôle de Yum Yolak, ou encore Mary Mack dans le rôle de Jessie, donc ce sont les 4 personnages principaux. C'est une série de science-fiction et adulte en 11 épisodes. Alors quand on dit adulte, c'est que c'est pas érotique, pornographique, quoi que ce soit, c'est juste que c'est de l'animation pour adultes. Voilà, comme les Simpsons, comme Futurama, tout ça. Sauf que bah, pour Solar Opposite, en tout cas c'est précisé. Voilà. Donc j'ai vu en VF sur Disney+, qui est une série américaine. Donc le plot, donc là c'est plus le plot global hein, de Solar Opposite. C'est que Solar Opposite est l'histoire d'extraterrestres venant d'un monde utopique dont le vaisseau s'est écrasé sur la Terre. Ils vivent dans la ville fictive de Gena de Gena Davisville. Heureusement que la ville est jamais prononcée, parce que c'est impossible à prononcer ce truc, aux États-Unis. Certains épisodes présentent une histoire parallèle autour des humains miniaturisés par Yum Yolak, qui vit dans une sorte d'univers post-apocalyptique. Et ça, c'est vraiment le point fort de la série. Donc Solar Opposite. Moi personnellement, c'est une de mes séries d'animation préférées avec Futurama. Je sais que beaucoup adorent South Park. J'ai jamais regardé South Park, donc je peux pas dire. Je parle dans ce genre de série. Il y en a qui surkiffent les Simpsons, hein, sinon les Simpsons n'auraient pas autant de saisons. Moi, j'ai jamais accroché aux Simpsons, je préfère de loin Futurama. Et si je dis ça, c'est tout simplement parce que c'est le même créateur, Futurama et les Simpsons. Euh, voilà, mais moi j'ai toujours préféré Futurama aux Simpsons. C'est mon avis personnel, mon goût personnel, voilà. Si vous êtes fan des Simpsons, venez pas m'emmerder, hein. Voilà, vous avez le droit d'aimer, hein. Moi, personnellement, les Simpsons, en vrai, j'aime bien, mais à petite dose. Je peux me mater deux trois épisodes à droite à gauche, mais au bout d'un moment, voilà, j'ai du mal. Alors que Futurama, je pense que Futurama, encore une fois, c'est le côté un peu aventure qu'il y a quand même dans les épisodes qui fait que j'arrive à mieux accrocher que les Simpsons. Bref. Mais Solar Opposite, c'est génial. D'ailleurs, je vous mets sur l'image. Franchement, c'est génial. Leur but, en gros, c'est de terraformer. En gros, c'est un peu comme Superman, boum, la planète est détruite, machin. Ils doivent trouver un nouveau foyer, comme par hasard. C'est toujours la Terre, hein. Et du coup, en fait, ils doivent terraformer la Terre avec le Poupa, qui est juste là, afin de recréer leur planète et pouvoir vivre à nouveau sur leur planète, puisque la planète redeviendrait la leur. Bref, sauf que forcément, ils sont tellement débiles qu'ils n'y arrivent pas. Mais en même temps, dans Solar Opposite, il y a toujours une critique de la société humaine à travers les extraterrestres. Donc on critique voilà, la société américaine et un peu plus à travers le regard d'extraterrestres. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ce que j'ai trouvé dommage dans cette saison 5, c'est que, en fait, à la fin de la saison 4, les personnages avaient enfin réussi à réparer le vaisseau et à quitter la Terre. Parce que, bah, comme le dit à chaque fois Corvo dans le générique, c'est qu'ils détestent la Terre, ils détestent les humains, enfin voilà. Et du coup, au bout d'un moment, au bout de 4 saisons, ils ont réussi à réparer le vaisseau et à partir sur une autre planète. Au final, ils partent sur une autre planète, sauf que ça se passe pas bien, et dès la fin du premier épisode, ils reviennent sur Terre. Ça, j'ai trouvé ça dommage, parce que, en fait, en partant sur une nouvelle planète, il y avait clairement de quoi créer une nouvelle civilisation, une nouvelle culture, et d'encore plus critiquer la Terre à travers une sorte de
nouvelle civilisation utopique. C'est-à-dire que ils auraient pu vivre des aventures, vivre des choses, et dire ah ouais mais ça sur la Terre, enfin c'est tellement mieux par rapport à ça sur la Terre, ça c'est tellement mieux par rapport à ça sur la Terre, et ça aurait été, je trouve que ça aurait été pas mal. Alors on aurait perdu effectivement le côté des petits humains miniaturisés, mais je trouve que voilà, le fait de partir dans l'espace, c'était pas non plus une mauvaise idée. Mais bon voilà. En tout cas, là-dessus, moi j'ai été déçu qu'ils finissent par revenir sur Terre. Concernant ce qui se passe à côté, alors on a toujours le ranger là, de l'espace, donc en fait un humain qui a été envoyé dans l'espace par Corvo et les Solar Opposites parce qu'il foutait la merde, donc il l'a envoyé dans l'espace en pensant qu'il allait crever. Et, comment dire, euh, et du coup, le mec en fait va survivre et va même rejoindre la police de l'espace. Et je pense qu'il y aura une saison 6 parce que le mec il pense qu'à se venger et tout. Il vit quelques aventures de la saison 5 qui sont plutôt sympas. Avec les trucs d'argent, je sais plus comment ils s'appellent, enfin c'est les trucs d'argent. Voilà. Et ensuite, lui, le mec, il pense qu'à se venger des Solar Opposites. Et je pense que dans les saisons 6 il va enfin réussir à revenir sur Terre. Voilà. Euh, et, euh, et côté créature miniaturisée, ça par contre pour moi c'est le gros plus, parce que pendant les 4 saisons, on avait les histoires autour du mur. Donc d'abord avec, comment il se fait appeler, là, une sorte de mafieux là, qui gère le truc. Merde, il a un nom particulier bon, que j'ai oublié, voilà. Donc il y a lui. Ensuite, c'est le sauveur qui devient le dictateur, et ainsi de suite. Ensuite, il y a une sorte d'église particulière, bref. Mais au bout d'un moment, les gens, ils apprennent que l'on peut quitter le mur, qu'il y a une brèche dans le mur, et du coup, bah forcément, à partir du moment où les habitants du mur sont au courant qu'il y a une brèche, bah en fait, l'idée du mur, bah tu peux plus l'utiliser, parce qu'en fait, les gens, à part là, on sait que Yumiola qui met des nouvelles personnes dans le mur, eux, forcément, ils sont pas au courant, parce que bah du coup, bah les gens qui vivaient dedans avant ont tous quitté le mur. Donc voilà. Mais en se promenant dans le mur, ils vont forcément le découvrir. Voilà. Mais du coup, pour ceux qui vivaient dans le mur, qui ont quitté le mur, bah du coup, eux, ils vivent dans le jardin. Et en fait, moi, j'ai beaucoup aimé cette idée du jardin, voilà, qui est complètement dégueulasse parce que bah, les Solar Opposites hein, sont pas les plus écolos de la planète. Voilà, faut le dire très clairement. Et du coup, bah, les Solar Opposites, en ayant cet environnement dégueulasse, bah, créent un lieu de vie bah, pour les créatures miniaturisées. Donc, il y a en fait vraiment le jardin, c'est un peu comme un pays pour eux. T'as la ville du basket, là, parce que qui est l'endroit où il y a un ballon de basket, donc voilà. T'as le lieu du bac à sable, enfin bref, t'as plein de petits lieux qui font comme des petites villes et tout et où pareil c'est toujours aussi violent et tout, bref. Moi j'ai bien kiffé, surtout grâce au truc du jardin. Après en ce qui concerne les Solar Opposites c'est toujours très cool, mais j'ai quand même eu ma petite déception du fait qu'ils reviennent sur Terre. Ensuite on a Mr. and Mrs. Smith, que j'ai noté 8,25 plus sur 10. Le public 2,9 sur 5, donc il fait un 5,8. Ouais, 5,8. Produit par Amazon MGM Studio, donc avec Donald Glover dans le rôle de John Smith, qui est Michael, ou encore Maya Erskine, Jane Smith, qui est de son prénom Alana. Donc c'est une série d'action, espionnage et comédie dramatique en 8 épisodes que j'ai vu en VF en streaming et qui est une série américaine. Le principe, c'est un homme et une femme qui ne se connaissent pas sont recrutés pour former un couple, Jane et John Smith. Une somptueuse demeure new-yorkaise est mise à leur disposition. Ils vont devoir réaliser diverses missions pour leur mystérieux employeur, tout en apprenant à se connaître. Voilà, moi j'ai kiffé. Voilà. J'avais pas spécialement d'attente. Alors j'adore Donald Glover qui a joué dans ma sitcom préférée Community, où il est l'un des acteurs principaux pendant 4 saisons, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il quitte à la 4e saison. Ouais, je crois qu'il quitte le casting à la 4e ou 5e saison, bref. Mais en tout cas, voilà, qui est dans ma sitcom préférée, que j'aime énormément, dans le rôle de Troy Barnes. Voilà. Mais dans le cas de Mr. and Mrs. Smith, déjà, j'ai adoré parce que l'acting, il fait quelque chose de nouveau, parce que moi, j'avais pas déjà vu dans Community, parce que dans Community, il est toujours dans un personnage
très extravagant et tout. Là, il est beaucoup plus sérieux, voilà. Alors, il y a quelques mimiques, des fois, où on reconnaît un peu son jeu dans les comédies, mais la plupart du temps, il y a vraiment un jeu qui est très très bon et très différent de ce que moi je connaissais, donc déjà, ça donne des points en plus. À côté de ça, la série, ça va peut-être faire mal à ceux qui ont aimé le film Mr. and Mrs. Smith, mais la série télé est un milliard de fois mieux que le film. Le film, je déteste le film. Voilà, je déteste le film. Alors, j'ai rien contre Brad Pitt, j'ai contre Angelina Jolie, parce que bah, vous le savez, je n'aime pas Angelina Jolie, je trouve que c'est une très très mauvaise actrice. Euh, voilà, c'est mon avis perso. Mais même le film en lui-même, en fait, il est pas ouf. Il est pas ouf. Hein, faut le reconnaître. La série télé, en fait, même juste l'idée même d'une série télé, en fait, c'est clairement mieux. Parce qu'en fait, Meet and Mrs. Smith, en fait, c'est l'histoire, comme on dit, de ces personnages qui doivent former un couple à New York. Et en fait, toute la série permet justement de bien développer à la fois le fait qu'ils fassent des missions et à la fois le fait qu'ils doivent former un faux couple. Et à chaque épisode, du coup, ça se développe entre ces moments où bah, ils apprennent à se connaître, à faire semblant d'être un couple alors qu'ils se connaissent à peine, et puis que petit à petit, ils ont leurs habitudes, ils commencent à vraiment réussir à former une sorte de vrai faux couple. Voilà, jusqu'au moment où ben, voilà, John Smith, lui, il tombe vraiment amoureux, tout ça, sans compter les missions où quand tu commences à trop en rater, bah, ça fout la merde. Voilà, il va se passer pas mal de choses. Et et je trouve que, en fait, juste l'idée d'une série télé, en fait, ça permet de beaucoup mieux développer le propos du film. C'est juste mille fois mieux. Alors que vous ayez aimé ou pas la série, ok, je peux comprendre et que vous soyez attaché au film, mais juste une chose qu'on ne peut pas nier, c'est juste que l'idée d'une série télé est mille fois mieux que le film, parce que tu peux beaucoup plus facilement développer cette idée de la création de ce faux couple, de comment il se développe, et comment les émissions, enfin les missions vont en même temps et tout ça. Voilà, pour moi c'est juste mieux, tout est clairement mieux. Bon alors moi au bout du Donald Glover qui joue sérieusement et tout, mais je suis encore plus aux anges quoi, parce que je kiffe Donald Glover. Voilà. Et, euh, et voilà, en fait, pas grand chose de plus à dire. En fait, c'est juste que c'est bien écrit, c'est bien développé, beaucoup mieux que les films, enfin que le film. Et pour moi, ben voilà, c'est juste un gros kiff. Hein, voilà, pas grand chose de plus à dire. L'actrice, je la connaissais pas, mais je la trouvais vraiment très très cool. Voilà, et c'est vraiment une série que je reverrai avec grand plaisir. À la cinquième position, on a Fury en 8,5 moins sur 10, 2,9 pour le public, donc il fait du 5,8, produit par Netflix, réalisé par Cédric Nicolas Troyan, Samuel Bodin et Laura Weaver, avec Lina El Arabi dans le rôle de Lina Gerab, Marina Foïs dans le rôle de Selma, donc qui est la Furie, Steve Tienche dans le rôle de Simon le Fixeur, ou encore Quentin Fort, Nico le Boueux, donc qui sont les acolytes de la Furie. C'est une série drame et action en 8 épisodes que j'ai vu en VF sur Netflix et qui est une série française. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Euh, le synopsis, Lina Gerab s'est éloignée de sa famille quand elle a découvert qu'il travaillait pour les 6 familles mafieuses qui règnent en secret sur le crime à Paris. Le jour de son anniversaire, elle découvre que son père lui a transféré plus de 2 millions d'euros avant qu'il soit assassiné sous ses yeux, soupçonnant la Furie, une tueuse implacable qui permet de maintenir l'équilibre des forces entre les familles. Elle va tenter de la retrouver mais va devenir son élève, alors que la police la suit encore. Donc, série que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est même l'une des rares séries que j'ai eu très envie de revoir une seconde fois. Voilà, je crois qu'il n'y a que deux séries que j'ai envie de revoir dans le top, dont La Furie en fait partie. Effectivement, tout ce que vous avez vu là, en gros, le synopsis, c'est clairement l'épisode 1. Voilà, tout ce qui est dit dans le synopsis, c'est tout ce qui se passe dans l'épisode 1, où voilà, on a le personnage qui reçoit les 2 millions, qui du coup va voir son père et tout pour dire non mais d'où vient l'argent, machin et tout. Au final son père se fait buter sous ses yeux, elle pense que c'est la Furie, elle se met à traquer la Furie, donc il y a une très belle scène d'action et tout, avec un saut d'un pont et tout, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était filmé. Voilà. Et
Et ensuite, voilà, elle arrive à trouver où vit la Furie, et puis la Furie va l'obliger à travailler pour elle. Voilà. En sachant qu'au final, on apprend que, bah, effectivement, le coupable ou la coupable, bah, ça n'est pas la Furie, et forcément, bah, le personnage de Lina va petit à petit se transformer en élève pour remplacer la Furie plus tard. Et voilà. Et en vrai, la série est plutôt pas mal, les scènes d'action sont vraiment pas mal, l'actrice principale, elle est vraiment géniale, moi j'ai vraiment kiffé. Je la connaissais pas avant, et en vrai, je me suis dit, waouh, c'est vraiment une très très bonne découverte cette actrice. Et la série, franchement, moi je la conseille, elle est vraiment très très bien à suivre. Pour moi, il n'y a que deux défauts. C'est l'un des acolytes de la Furie qui m'a saoulé. En fait, c'est que Lina, elle va essayer de faire ses preuves tout le long de la série. Et en fait, le mec, il reste toujours sur ses gardes. Donc, non, mais je peux pas lui faire confiance, je peux pas lui faire confiance. Et en fait, elle fait que prouver qu'on peut lui faire confiance. Et lui, il reste fermé et tout. Et au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais putain, tu me casses les couilles. Au bout d'un moment, tu peux pas juste reconnaître que putain, la meuf, elle fait des efforts depuis le début. Elle prouve qu'on peut lui faire confiance. Au bout d'un moment, tu nous fais chier, quoi. Bref. Et quelque chose, moi, qui m'a dérangé, en fait, c'est l'acting de Marina Foïst, donc la Furie. Son acting, moi, m'a dérangé. Elle a une façon de parler qui m'a saoulé au bout d'un moment. Voilà. Donc, en fait, c'est très con parce que la série est très bonne, l'actrice principale est très bonne, les scènes d'action sont très cool et tout, mais tu as ben, le second rôle principal qui, quand il parle, enfin, moi personnellement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, ça, quand elle parlait, ça m'ennuyait. Je savais pas comment dire autrement, mais voilà, sa façon de parler, je comprends pas. C'était horrible. Voilà, je le dis, pour moi, ça a été horrible. Je n'ai pas compris comment on a pu laisser passer un acting pareil. T'as l'impression qu'elle est fatiguée, qu'elle est. Je sais pas. Voilà. Donc, quand même, une très très belle découverte que j'ai très eu envie de revoir, que j'ai pas revu, mais que je rematterai très certainement avec plaisir sur cette année 2025. Sauf s'il y a une suite, bah, forcément je materai plus la suite que me remater la saison 1. Mais voilà, très bonne découverte malgré l'acting de la Fury. Ensuite, on a NCIS Sydney saison 1, donc j'ai mis en 8,5+. Donc 3,2 sur 5 pour le public, donc il fait un 6,4. Produit par Endemol Shine Australie, donc réalisé par Sean Seth, David César, Clive Stenders et Catherine Millard, avec Olivia Swan dans le rôle de Michelle McKee, Todd Lazance dans le rôle de Jim J.D. Dempsey, Sean Shagar dans le rôle de Deshaun Jackson, ou encore Tully Narkle dans le rôle d'Evie Cooper, qui est une série d'action, drame et policier en 8 épisodes, que j'ai vu en VF en streaming, et qui est une série australienne, dans l'univers d'NCIS. Donc, le résumé, des agents spéciaux du NCIS enquêtent aux côtés d'agents de l'Australian Federal Police, donc l'AFP, sur des crimes concernant la marine sur le sol australien. Ils joignent leurs forces pour travailler sur des crimes dans la partie de l'océan la plus disputée de la planète. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur NCIS Sydney, donc je vous partagerai ma petite fiche pour que vous puissiez aller voir. Globalement, c'est une série que j'ai kiffé. De toute façon, l'univers NCIS est mon univers préféré. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo. Alors, je sais plus si je l'ai déjà programmée ou si elle est déjà publiée. Faudrait vérifier. Mais où je parle de tout mon amour pour NCIS. Je vérifierai à la fin. Voilà. Mais j'y partage tout mon amour pour NCIS, qui pour moi est ma saga en série télé préférée. Voilà, il y en a d'autres hein, que j'adore, comme la saga Vampire Diaries, tout ça. Mais NCIS, ça reste ma favorite. Voilà, je suis en kiff NCIS. NCIS Sydney, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques petits détails qui m'ont déçu, comme le fait de reprendre les coupures de la série d'origine, de reprendre le générique un peu de la série d'origine, alors qu'on aurait pu faire un truc de nouveau. Euh, le fait que tous les persos n'aient pas forcément leur petit moment à eux, ça c'est un peu dommage, mais en même temps avec 8 épisodes et avec, ben, comme on peut voir à l'écran, 6 persos principaux, ben, tous leur donner beaucoup de substance en 8 épisodes, ben, c'est plutôt difficile, surtout ben, que le premier épisode est là pour présenter un peu tout le monde et créer l'équipe, donc ça fait qu'il en reste plus que 7 pour que chacun ait son moment de gloire, donc c'est compliqué. Mais il y a quand même des très bons épisodes, je pense à la prise d'otage avec le médecin légiste qui est pris dedans,
l'épisode avec l'ancien soldat et Maki qui va raconter son histoire, qui est plutôt pas mal. L'épisode avec elle, je viens d'oublier son perso, euh, dont on apprend que son ex est un ancien criminel et tout ça. Enfin bref, il y a des très bons épisodes, mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour d'autres spin-offs de NCIS, mais il y a la saison 2 qui va sortir là début 2025, et assurez-vous que je vais parler de la saison 2 de NCIS Sydney, ça, il n'y a pas de souci. Pour moi c'est très bien, mais c'est vrai que je suis un peu déçu par rapport à d'autres. D'ailleurs, pour moi, le gros point fort de cette série, c'est que comparé à tous les autres NCIS, c'est que dans tous les autres, on suit une équipe qui est déjà formée et qui petit à petit, il y a des membres qui vont partir et qui vont être remplacés, tout ça. Et là, ce que j'ai aimé comme originalité, c'est qu'on a la création totale d'une équipe NCIS. Voilà, alors techniquement, eux deux faisaient déjà partie d'une équipe, mais on a quand même une équipe Sydney qui se crée totalement, et ça, je trouvais ça plutôt cool d'avoir cette création. Ensuite, on a Créature Commando en 8,5 sur 10. Donc 3,9 sur 5 pour le public, donc ça fait 7,8, donc c'est vraiment pas mal. Produit par DC Studios et Warner Bros. Pour moi qui est un grand fan de Marvel Studios, bah franchement c'est très très bien noté, je trouve. Voilà. Euh, Parce que c'est vrai que je parle très très peu de DC, donc au cas où on pense que je suis que fan de Marvel et que j'aime pas DC Comics, la preuve étant que non, même chez DC il y a du très très bon. Puis c'est vrai que là, juste derrière, on voit la Cyclope, Malicia, bon, avec la lumière forcément on les voit pas très bien, mais la Cyclope, Malicia et Emma Frost. Euh, Après là, ici, on voit la Polaris, la fille de Magneto, donc la sœur de la sorcière rouge. Mais c'est vrai que derrière, il y a quand même pas mal de trucs Marvel. Vous voyez pas parce qu'ils sont surtout plus hauts. Mais c'est vrai qu'on voit quand même Polaris juste au niveau de Stitch là. Donc il a les mêmes pouvoirs que son père Magneto. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de DC Comics avec Frank Grillo qui joue Rick Flag Senior, Indira Varma qui joue la fiancée, Sean Gunn, donc le frère du réalisateur, qui joue G.I. Robot et Weasel, donc Weasel qu'on avait déjà vu dans le film Suicide Squad, fait également par James Gunn, Alan Tudyk qui joue le Docteur Phosphorus, ou encore Zoé Chao qui joue Nina Mazurski. D'ailleurs, à part Weasel, que j'avais vu dans le film Suicide Squad de James Gunn, je ne connaissais aucun des autres personnages, à part forcément Waller, que j'ai déjà lu dans les comics Suicide Squad. Rick Flag, je connaissais le fiston dans les comics Suicide Squad et dans le film de James Gunn. Bon, il y en a aussi un dans le film de 2015, mais celui-là, je pense qu'on préfère tous l'oublier. Il y a aussi un des techniciens de Waller qui était dans le film de James Gunn, qui est également présent en animation et qui, je crois, joue dans Peacemaker, mais j'ai pas vu la série donc je peux pas trop en dire. C'est une série d'aventure, comédie noire, super-héros et science fantastique en 7 épisodes que j'ai vu en VF, en streaming, et qui est une série américaine. Donc après les événements du film The Suicide Squad de 2021 et la première saison de Peacemaker, donc que je n'ai pas vu, Amanda Waller rassemble une équipe d'opérations noires de monstres appelés les créatures commando, dirigées par le général Rick Flag Senior. Donc voilà, donc tous les persos principaux. Donc, série que moi j'ai adorée, qui est d'ailleurs l'avant-dernière série télé que j'ai vue concernant l'année 2024. Et quel plaisir ça a été de voir ces 7 épisodes. Voilà, c'est du James Gunn, il y a un humour particulier, c'est assez trash, voilà, mais c'est excellent. Euh, Tous les personnages fonctionnent bien les uns avec les autres, et surtout on est raccordé à ce qui se passe précédemment. Donc par exemple, on nous reparle de la mort de Rick Flag Jr. dans le film The Suicide Squad. On a Weasel qui est présent. À la fin du film, je ne vous dirai pas qui, mais en fait certains des persos présents à l'écran vont y passer. Et du coup, ils vont être remplacés. Et notamment, on a le requin de Suicide Squad qui, saison 2 s'il y a, vu le succès de la série, il y aura certainement une saison 2. Du coup, le requin qui était dans Suicide Squad de James Gunn, du coup, va apparaître sûrement dans la saison 2. Donc voilà, on a plein de petits rapports entre les séries, c'est plutôt pas mal. Voilà,
voilà, les persos, comme je disais, pour moi, ils sont tous inconnus, mais ils sont vraiment très cool. Donc on a la fiancée de Frankenstein, on a Nina, qui est une sorte de créature aquatique, on a Phosphorus, on a le robot qui veut buter du nazi, bon, on a Weasel, qu'on avait vu vite fait dans The Suicide Squad. Et en fait, ce qui est génial et en même temps un peu dommage, c'est que ils vont tous être bien développés. Alors je dis pas que c'est grave qu'ils soient bien développés, mais en fait chaque épisode va un peu plus ou moins raconter l'histoire d'un personnage. Par exemple, quand ils arrivent dans le pays où ils doivent aller faire leur mission pour sauver une princesse, euh, donc il y a un peu, vous savez, comme la Latvérie, un pays imaginaire, enfin oui, un pays imaginaire. Donc là je crois que c'est le Pokolistan, un truc comme ça. Et en fait quand ils arrivent là-bas, ils doivent sauver une princesse, et en fait, la fiancée, elle quitte le château, elle va être accompagnée par Nina, et en fait, pour aller dans une sorte de manoir. Et en fait, là, on apprend que le manoir, c'est là où elle a été créée par Henry Frankenstein, et du coup, pour devenir, par Victor Frankenstein, pour devenir la fiancée de Frankenstein. Et ça avance tout le temps comme ça, il y a toujours des choses, voilà. Par exemple, à la fin, pour assassiner un personnage, il faut aller dans l'eau pour le faire, donc forcément là on nous raconte l'histoire de la meuf aquatique, enfin bref. Et c'est vraiment tout le temps comme ça, chaque personnage a son origin story dans un épisode et tout, et franchement c'est très très cool. Et d'ailleurs on voit qu'ils sont tous eu des sacrées vies de merde et tout. Euh, et voilà. Et franchement, moi j'ai adoré. Mais en fait, l'aspect en fait que j'ai moins aimé, et en fait, c'est justement ces origin story, parce que en fait, les origin story prennent tellement de place que ça impacte le fil rouge de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le fil rouge, en fait, il peut être raconté en 2 épisodes, littéralement, voire 3 épisodes. Allez, le temps de présenter l'équipe, d'aller en Latvérie, de présenter la mission, ensuite de montrer ce qui se passe là-bas, et puis ensuite montrer le retournement de situation et tout. Et voilà, les limites en 3 épisodes, tu peux le raconter. Mais t'as tous les flashbacks et tout, et l'enregistrement de chaque personnage qui fait que du coup, on prend autant de temps. Et du coup, ce qui fait que quand tu regardes la trame dans le présent, en fait, elle est extrêmement courte, et il n'y a pas grand chose en fait. Il y a d'abord une mission de sauvetage, ensuite une mission d'assassinat. Et en fait, justement, tu peux le raconter très rapidement. Et ça, c'est un peu l'aspect que je trouve dommage de Créature Commando. Mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est incroyable. À la 4e place, on a Meurtre Mode d'emploi, que j'ai noté 8,75 moins sur 10, 3,6 sur 5 pour le public, donc qui fait du 7,2. Produit par Moon Age Pictures et ZN Fneo, réalisé par Dolly Wells et Tom Vaughan, avec Emma Myers qui joue Pippa Pip Fitz Amobi, Zayn Iqbal qui joue Ravi Singh, ou encore Asha Banks qui joue Cara Ward, et que je surveille parce qu'elle veut se lancer dans la musique et tout, donc je surveille un peu ce qu'elle fait de ce côté-là. Pour l'instant, les petites covers qu'elle a fait sont plutôt sympas. Bref. C'est une série mystère et drame en 6 épisodes que j'ai vu en VF sur Netflix, qui est une série anglaise. Le synopsis: 5 ans après le meurtre d'une jeune fille de 17 ans, dans une petite ville anglaise sans histoire, une lycéenne décide de découvrir la vérité et le véritable meurtrier. Alors, j'ai déjà fait des vidéos pareilles dessus, donc je vous mettrai une petite fiche. Très très bonne série, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vais pas trop m'attarder dessus parce que bon voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur chacun des épisodes. Je sais pas si je fais une vidéo bilan, mais j'ai au moins fait une vidéo sur chaque épisode. Donc franchement, je préfère vous laisser une petite fiche et éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment très bien. Si vous aimez les séries d'enquête, allez voir. Le personnage de Pip, forcément, ne fait pas cette enquête pour rien, hein, voilà. Elle le fait pour des bonnes raisons, même si, encore une fois, par rapport à mes reviews, ce qui peut être un peu un défaut dans la série, c'est vraiment le côté, la meuf est censée faire un exposé, et pour son exposé, elle va enquêter sur un meurtre. Et genre, aucun adulte ne retrouve à redire là-dessus. Enfin jusqu'à un certain moment quand même, mais tu dis, quand même, les gars, vous auriez pu agir un peu plus tôt quand même, hein, voilà. Ensuite, on a Lydia fait sa loi, saison 2. Alors là, je crois pas en avoir parlé en vidéo. J'ai fait. Même la saison 1. La saison 1, je crois que c'était dans le top. C'était même la top 1
de mes séries préférées de 2023, mais en même temps je l'avais pas vu beaucoup. Euh, voilà, donc là la saison 2 elle est combien? Top 4 je crois? Ouais, top 4. A perdu quelques places, mais bon, c'est pas très grave. Que j'ai noté 8,75 plus, 3,6 pour le public, donc ça fait 7,2. Produit par Groenlandia, réalisé par Matteo Rovere et Letizia Lamartyr, avec Matilda De Angelis qui joue Lydia Poète, Eduardo Scarpetta, oui, qui joue Jacopo Barberis, ou encore Pierluigi Passino qui joue Enrico Poète, donc sont les trois persos principaux. Drame en 6 épisodes, vu en VF sur Netflix, qui est une série italienne. Et tout simplement le scénario, alors que Lydia continue à se battre pour l'égalité, l'arrivée d'un nouveau procureur bouleverse son monde. De son côté, Enrico envisage de changer de voie. Alors, il envisage, il n'a quand même pas trop le choix non plus. Bref. Ce que j'ai bien aimé dans cette saison 2, c'est que l'on passe à un autre niveau. C'est-à-dire que dans la saison 1, c'est Lydia Poète qui doit se battre pour exercer son métier d'avocat. Que d'ailleurs, elle n'arrive pas à obtenir. Voilà, elle se bat pour, mais n'arrive pas à l'obtenir. Dans la saison 2, elle continue à travailler avec son frère, donc Enrico. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que leur relation est beaucoup mieux que dans la saison 1. J'aurais trouvé ça complètement chiant et débile que la saison 2 nous recrée encore du conflit entre le frère et la sœur. Bon, on sent quand même qu'Enrico n'est pas toujours d'accord avec les décisions de sa sœur, mais dans tous les cas, voilà, il la soutient beaucoup plus dans cette saison. Voilà. Euh, donc il y a tout cet aspect-là qui a changé, donc ce que je trouve plutôt bien. Et du coup, la nouvelle lubie de Lydia, donc en dehors de continuer à aider les marginaux et tout ça, c'est d'essayer de se battre pour le droit de vote pour les femmes en Italie. Alors, il se trouve que effectivement, Lydia Poète fait partie des femmes qui sont battues pour le droit de vote des femmes en Italie, et qui d'ailleurs, dans d'autres réalités, dans d'autres vraies vies, à nous, Lydia Poète a eu la chance d'enfin pouvoir exercer son métier d'avocat pendant son vivant, et qui a pu voir les femmes obtenir le droit de vote en Italie quelques années avant son décès. Donc c'est plutôt une belle histoire qu'elle a vécue, Lydia Poète, même si elle a dû se battre énormément et que c'est pas normal qu'elle ait dû se battre autant que ça. Même si ici, dans la série, on en fait la figure un peu de pro de ce truc-là, même si on se doute bien qu'il n'y a pas fallu juste une femme pour changer le système, hein, évidemment. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien dans cette série, c'est que Lydia Poète, c'est une femme, on est dans une société très masculine, surtout on est fin 19e de mémoire, ou début 20e, bref. Euh, et forcément, la série est plutôt intelligente parce qu'on va pas tout lui donner sur un plateau, parce que c'est une femme et qu'on est dans une société actuelle où si on ne fait pas de femmes badass et tout ça, tu peux te faire cracher sur la gueule. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Alors Lydia Poet est quand même une femme forte et tout, hein, très indépendante, mais quand même dans une société d'hommes et où elle en a conscience. Et justement, pour ce projet de se battre pour les droits de vote pour les femmes, justement, elle demande à son frère de se lancer dans la politique pour être justement ce visage de proue pour apporter le droit de vote aux femmes. Et du coup, toute une partie de la série se concentre là-dessus, plus un triangle amoureux avec Jacopo et le procureur, enfin bref, il y a pas mal de choses, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que je préfère peut-être même la saison 2 à la saison 1, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres séries que j'ai trouvées quand même, enfin qui m'ont beaucoup plus plu que Lydia Poète. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une très bonne série, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, pour moi, sont des très bonnes séries. Donc voilà. En troisième position, donc là on arrive dans le top 3, on a NCIS Hawaii saison 3, que j'ai noté en 9- sur 10, le public 3,1 sur 5, donc qui donne un 6,2, produit par CBS, réalisé par Tim Andrew, Christine Moore, Larry Teng, Yangzom Broen, LeVar Burton, Sherman Shelton Jr. et Daniela Rua qui d'ailleurs joue Kenzie Bly dans le spin-off NCIS Los Angeles. Bref.
Putain, d'ailleurs, ça va me donner envie de regarder du Los Angeles. Ça fait maintenant que j'ai récupéré mon PC, ça va me donner envie d'en regarder. Ça fait longtemps que j'ai pas vu d'épisode d'NCIS. Au casting, on a Vanessa Lachey, donc qui joue Jen Tennant, Alex Tarrant qui joue Kai Holman, Noah Mills qui joue Jessie Boone, Yasmine Albustami donc qui joue Lucy Tara, ou encore Elji Koji qui joue Sam Hanna. Alors je sais plus si j'ai fait une review de la saison 3, je pense que oui, j'ai dû faire un bilan de la saison 3 j'imagine. Donc voilà, donc série policière en 10 épisodes, vue en VOSTFR en streaming, et qui est une série américaine. Donc si c'est le cas, je vous mettrai une petite fiche, et sinon, bah tant pis. Donc on suit l'agent spécial Jen Tennant qui dirige une équipe d'agents du naval, enfin du NCIS, bref. Elle est la première femme à occuper ce poste, elle et son équipe travaillent au bureau de Pearl Harbor sur l'île d'Oahu à Hawaï, et ils enquêtent sur des crimes liés à l'armée et à la sécurité nationale. Bref, je le fais rapidement parce que globalement, le résumé c'est le résumé de la série et non de la saison 3. Saison 3, moi personnellement que j'ai vraiment bien aimé, alors dommage que je n'ai pas pu l'avoir en VF, parce que du coup ça aurait permis je pense d'un peu plus apprécier la série, mais qui est vraiment très bonne. En fait, il y a un côté où on suit les enquêtes comme d'habitude, avec les personnages d'Hawaï, et en même temps on a du coup Sam de Los Angeles. D'ailleurs du coup Daniela Rua et l'acteur qui joue Sam Hanna, LG Kulji, ont dû être très, très contents de se retrouver. Bon, l'un en tant qu'acteur et l'autre en tant que réalisatrice, mais je pense qu'ils ont dû être très contents de se retrouver depuis la fin de Los Angeles. Et, euh, et du coup, j'aime bien parce que du coup, on apporte beaucoup de mystère autour de lui. On sait que c'est pas un méchant, mais il y a quand même beaucoup de mystère autour de lui. Les autres ont du mal à lui faire confiance parce qu'il dit pas vraiment pourquoi il est là, mais en même temps, il est là pour une mission top secrète et tout. Enfin, bref, moi j'ai beaucoup aimé tout cet aspect-là. Les enquêtes sont toujours aussi cool. Il y a pas longtemps, je me suis rematé l'épisode Opération Red Rabbit, qui est vraiment une horreur pour les femmes dans cet épisode, parce que globalement, c'est un homme qui profite des femmes et tout. En gros, qui les extorque, voilà. Et du coup, il en extorque au moins 3 4 et tout. Enfin, mais il y en a peut-être même un plus. Enfin, ouais, c'est un bordel. Mais qui est un épisode quand même que je trouve vraiment très intéressant. Il y a peut-être moins d'action que dans d'autres épisodes, mais que je trouve quand même très très cool. Bref, il y a plein d'épisodes qui sont très cool. Le tout dernier épisode est vraiment génial et tout. Enfin bref. Euh, En fait, le seul problème que j'ai avec cette saison, c'est le final. Parce que, en fait, quand la saison 3 est sortie, on savait que la série était annulée et qu'on n'aurait pas de suite. Et ce qui m'a énervé de fou, et je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, en parlant également de NCIS Nouvelle-Orléans saison 7, c'est qu'on a une fin, on te met du suspense sur la suite, alors qu'ils savent pertinemment que la série est annulée. Et ça, moi, ça m'a énervé, mais énervé de fou. Désolé. Parce que je me dis, mais pourquoi vous faites une fin à suspense alors qu'il n'y aura jamais de suite? Alors qu'au début, ils ont fait une première fin, tu vois, ils ont fait une première fin où t'as tous les persos qui sont là, qui font entre guillemets la fête ensemble, qui chillent ensemble. Bref, tu dis très cool la fin. Et ensuite, on te fout une deuxième fin où Tennant elle rentre chez elle, t'as Maggie Shaw qui est là et qui dit ouais, il va y avoir un grand danger qui arrive à Hawaï, t'es pas prête pour ça, et là, bam, ça s'arrête là-dessus. Et tu te dis, mais je vais pas le dire. Je vais dire bande de salauds, pour être gentil, mais l'insulte que je voulais dire est beaucoup plus forte. Mais voilà, juste, pourquoi, si vous annulez la série, pourquoi vous nous faites une fin comme ça? Alors, ma théorie, parce que c'est pas la seule série qui a une fin à suspense comme ça, en fait, ma théorie, je pense qu'ils font ça pour voir comment vont réagir les gens et potentiellement revenir sur leurs décisions après. Mais voilà, bon, quand on voit que Los Angeles, enfin, Nouvelle-Orléans, on attend toujours d'avoir une vraie fin. Hawaï, bah, du coup, maintenant, on attend d'avoir une vraie fin, mais on sait qu'on les aura jamais. Los Angeles, j'en suis toujours qu'au milieu de saison 7, donc je sais pas encore, mais j'espère qu'au moins Los Angeles a une bonne fin, hein, voilà, s'il vous plaît. Bon. Ensuite, X-Men 97, j'ai noté en 9 plus sur 10, 4,1 pour le public, donc ça fait du 8,2. Moi j'aurais noté même encore plus que ça, enfin je l'ai noté plus que ça. Donc produit par Marvel Studios Animation et 20th Century Animation, avec Ray Chase dans le rôle de Scott Summers, donc Cyclope, Jennifer Hale dans le rôle de Jean Grey et Madeline Pryor, qui est la Reine Démon, ou encore Cal Dodd qui joue James Logan Howlett alias Wolverine.
C'est une série d'action, science-fiction et super-héros en 10 épisodes que j'ai vu en VF sur Disney+, et qui est une série américaine. Donc le synopsis, en 1997, les X-Men, une équipe de mutants dotés de capacités surhumaines, luttent pour sauvegarder un monde qui les méprise et les redoute. Ils font face à un futur périlleux et imprévu, un défi sans précédent pour eux. Je vais aller assez vite aussi parce que de mémoire j'ai fait des vidéos dessus, donc je vous mettrai une petite fiche. X-Men 97 c'est une très très bonne série, enfin les X-Men sont respectés j'ai envie de dire. Moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, j'ai enfin le Cyclope que j'adore, Malicia aussi, parce que Malicia dans la trilogie de base d'origine là qu'on a eu en 2000, c'était de la merde, hein, faut le dire. Gambit, il est tellement débile dans Deadpool 3 que ça fait du bien d'avoir un beau Gambit. Bref, j'ai kiffé cette série. J'ai kiffé cette série. L'épisode justement sur Gambit est incroyable, meilleur épisode de la saison, et tous les épisodes sont vraiment pas mal. En fait, ce qui fait que j'enlève des points à la série, c'est les épisodes avec Tornade que je trouve plutôt ratés, et en plus ils sont plutôt coupés en deux, tu vois, t'as le début de l'histoire de Tornade dans un épisode, la fin dans un autre, et en plus c'est pas si bien que ça, je trouve. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui avaient critiqué l'épisode sur Mojo, moi l'épisode sur Mojo j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, de manière globale c'est une très bonne série qui respecte enfin les X-Men, malgré bon quelques passages qui sont pas si fous que ça. On passe à la deuxième position, avec d'abord NCS Origins en 9,25 moins sur 10. Public a voté 3,1, donc il fait 6,2. Produit par TBS Studio, avec Austin Stowell dans le rôle de Leroy Jethro Gibbs, Marielle Molino dans le rôle de Lala Dominguez, ou encore Kyle Smith dans le rôle de Mike France. Qui est une série policière en 10 épisodes, vue en VOSTFR en streaming, donc qui est une série américaine. Le synopsis, en 1991, le jeune Leroy Jethro Gibbs fait ses débuts d'agent spécial au sein du NCIS, enfin du Naval Investigate Service, donc NIS, qui deviendra NCIS, sur la base de Camp Pendleton en Californie. Il tente de faire une place dans l'équipe hétéroclite dirigée par Mike Franks. Alors pareil, je vais aller assez vite parce que j'ai sorti une vidéo bilan début janvier, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc NCIS Origins, qui est une très très bonne série, très bon spin-off. C'est vrai que venir sur les origines de Gibbs, ou même de Franks, entre guillemets, quand on sait ce qu'ils deviennent plus tard, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et en fait, la série, elle est hyper quali. Elle est hyper quali. Elle est très 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 bonne. Moi, franchement, j'ai kiffé. J'ai passé un super moment. Voilà. J'ai j'ai beaucoup parlé dans ma review, donc je vais pas trop parler ici, mais le fait de respecter le fait d'avoir des persos machos alors qu'on est en 2024, au moment où ça a été fait, je trouve que c'est plutôt cool, hein, parce que bon, aujourd'hui, tu mets un perso macho en héros et tu te fais défoncer, quoi, parce que t'as plus le droit de faire ces trucs-là, alors que bon, voilà, qui dit macho veut pas dire non plus le connard qui tabasse sa femme. Alors, personnellement, je déteste les machos, mais je veux dire, c'est pas tous non plus des gens hyper dangereux, quoi. Voilà, c'est des gens voilà, qui sont bloqués dans une époque qui n'est plus la leur. Mais là, justement, la série se base dans une époque où être macho, enfin, en tout cas, où les hommes dominaient beaucoup plus que les femmes, enfin, ils dominent toujours plus, hein, mais bon, les femmes avaient quand même beaucoup moins de pouvoir qu'aujourd'hui, et du coup, respecter ça, je trouve que c'est plutôt cool. L'histoire de Gibbs, elle est plutôt cool. L'histoire de Randy est vraiment cool aussi. Il y a un épisode que j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le dernier épisode, pareil, très cool. Hein, un épisode qui n'est pas de l'action, vraiment. Tout l'épisode est un flashback sur Gibbs et sa propriétaire. Vraiment très très bel épisode. J'ai vraiment kiffé. C'est très émouvant. Après, on a quand même une petite scène hein, pour mettre du suspense sur la fin où on apprend que le tueur des premiers épisodes n'était pas tout seul, qu'il devait sûrement en avoir d'autres, et que du coup, ben voilà, on va replonger sur une histoire avec un criminel à long terme, ça je trouve ça très cool. Donc voilà, moi NCIS Origins, j'ai plutôt kiffé. Ensuite, on a NCIS Enquête spéciale saison 21, que j'ai noté 9,25 plus sur 10, 3,2 sur 5 pour le public, donc il fait 6,4, produit par Paramount, réalisé par Diana Valentine, Michael Zinberg, Lionel Coleman et Claudia Harmy. Je reviens pour avec Daniela Rua, à nouveau
qui jouait Kenzie Bly dans Los Angeles, et Rocky Carroll, ça m'a surpris. Daniela Rua, ça m'a surpris, mais du coup je l'ai vu revenir là. Mais Rocky Carroll, du coup, qui joue Léon Vance, donc le directeur du NCIS, depuis la saison 5 ou 6, peut-être plus saison 6, donc ça fait quand même très longtemps, quoi. Donc voilà, j'ai été surprise de voir qu'il avait réalisé un ou deux épisodes. Donc au casting avec Sean Murray, donc qui joue Timothy McGee, Wilmer Valderra qui joue Nick Torres, Catherine Allo qui joue Jessica Knight, ou encore Gary Cole qui joue Adam Parker, et bien sûr Rocky Carroll qui joue, qui joue Léon Vance. Et Daniel Arua aussi qui dans la 121 fait un tout petit caméo en visio dans l'épisode 1000. Donc, série policière en 10 épisodes, vue en VF en streaming, série américaine. L'équipe des SAS, alors ça c'est le synopsis même du premier épisode de la saison 21, hein. L'équipe du SAS vient en aide à Nick Torres lorsque celui-ci confronte l'homme qui a maltraité sa famille quand il était enfant. Donc très très bonne saison. Bon, ouais, la qualité d'image est pas folle. J'ai adoré cette saison. Voilà, je le dis, j'ai kiffé. C'était une très très bonne saison. Il y a beaucoup de très bons épisodes, notamment le premier autour de Nick Torres, celui de la photo avec le père de Jess qui est là. Franchement, j'adore cet épisode. L'épisode 1000, même si j'ai été déçu de certains trucs, je pense que j'ai fait une review aussi, donc je mettrai une petite fiche. J'ai été déçu de certains détails, notamment le fait qu'en fait, quand on nous annonce, ouais, on va revoir les persos des différents spin-offs et tout, et qu'en fait ce sont juste des extraits de vieux épisodes, ça m'a déçu de fou. À part Daniela Rua et Vanessa Lachey, du coup, qui joue Jen Tennant dans Hawaii, qui apparaissent en visio dans l'épisode 1000 vite fait, tu dis, ouais, c'est décevant qu'en fait, tout le reste est juste des flashbacks, quoi. Bon, ça m'a déçu pour un épisode 1000, je m'attendais quand même à mieux. Même si l'épisode 1000 est quand même très cool sur l'histoire entre Vance et son fils, je trouvais ça très cool. Donc voilà, saison 21 que moi j'ai beaucoup aimé, qui normalement, si je dis pas de conneries, devrait y avoir au moins eu une review de la saison 21 en elle-même. Donc voilà, donc je vais passer à la suite avec NCIS en spécial saison 22. Voilà, oui, comme je l'ai dit, je suis très grand fan de NCIS, voilà. Toutes les séries NCIS qui sont sorties en 2024 sont dans le top, voilà. Donc j'ai noté 9,25 sur 10, produit par Paramount, réalisé par Diana Valentine, Lionel Coleman, Michael Zinberg, James Whitmore, Tonya McKieman, à nouveau le directeur du NCIS, Rocky Carroll, et José Clemente Hernandez. Avec toujours le même casting, Timothy McGee qui est joué par Sean Murray, Wilmer Valderrama qui joue Nick Torres, Catherine Lowe qui joue Knight, ou encore Gary Cole qui joue Parker. Série policière en 10 épisodes, vue en VOSTFR, en streaming, série américaine. Alors je vais pas vous faire le long résumé, sauf que c'est le résumé de la série en général et non pas de la saison 22. Mais voilà, donc saison 22 que j'ai beaucoup aimé, alors qui au moment où j'enregistre est pas terminé. C'est-à-dire qu'il manque l'épisode 10. Alors ça c'est un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi vous balancez tous les épisodes d'un coup et l'épisode 10 vous le sortez fin janvier. C'est quoi le délire? Pourquoi? C'est quoi l'idée d'attendre le 27 janvier ou je sais pas quoi pour sortir le dernier épisode? Je comprends pas. Ou alors, au moment où le dernier épisode va sortir, il y aura les premiers épisodes juste après de Tony et Ziva et de la saison 2 de Sydney. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas cette idée de garder l'épisode final un mois quasiment après la sortie du 9e épisode. Parce qu'au final, tout le monde a décroché, tout le monde est passé à autre chose. Enfin, je comprends pas l'idée. Bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la saison 22. Qui contrairement à la saison 21, j'ai dû regarder en VSTFR. Mais en tout cas, ouais, je l'aime beaucoup. Après les plus récentes, donc forcément j'en ai des meilleurs souvenirs. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, franchement j'ai juste passé des très bons moments. Je pense que je ferai une vidéo bilan quand le dernier épisode sera sorti. Mais il y a des épisodes que j'adore, notamment l'épisode où ils doivent empêcher qu'il y ait une troisième guerre mondiale. J'adore cet épisode, je l'ai rematé plein de fois tellement je l'adore. Voilà, et même les autres épisodes de manière générale sont plutôt très bons. Là, ouais, avec la saison 21, il y avait des épisodes que j'aimais pas trop, ou du moins c'était des épisodes de moyens, quoi, qui restent quand même bons parce que c'est du NCIS, mais qui, voilà, quand comparé au reste, c'est plutôt moyen pour moi. Et là, la saison 22, moi j'ai trouvé très bonne, mais voilà, avec des meilleurs épisodes de manière générale, voilà, passer de très bons moments. Voilà.
pas grand chose à dire de plus là-dessus. On va quand même passer aux deux séries qui prennent la première place pour moi. Donc déjà Fallout, donc j'ai noté 9,5 plus, donc 4,3 sur 5 pour le public. Je crois que c'est la meilleure note que j'ai vue pour une série télé venant du public, en sachant que là il y a quand même plus de 3000 personnes qui ont voté. Donc c'est quand même que relativement la série est beaucoup aimée, donc qui donne un 8,6. Donc produit par Amazon et Bethesda, donc sûrement ceux qui produisent le jeu, réalisé par Jonathan Nolan et Wayne Yip, avec Ella Purnell qui joue Lucy McLean, euh, Aaron Moten qui joue Maximus, ou encore Moises Arias qui joue Norm MacLean. Il y a aussi Walton Goggins qui joue la Goule, voilà. Bref. C'est un drame science-fiction post-apocalyptique western et comédie noire en 8 épisodes que j'ai vu en VF en streaming et qui est une série américaine. Le synopsis, une jeune femme du nom de Lucy quitte son foyer civilisé de l'abri 33 pour partir à la recherche de son père dans le désert dangereusement impitoyable de Los Angeles en ruine, contaminé par des animaux mutants et une population sauvage. En chemin, elle rencontre un écuyer de la Confrérie de l'Acier, une organisation paramilitaire quasi religieuse dotée d'exosquelettes motorisés et blindés. Oui, vu l'heure qu'il est, je commence à avoir faim, donc c'est pour ça que je vais vite aussi. Et un chasseur de primes ghoul qui fait partie des Minuteman, chacun avec son propre passé mystérieux et des plans à élucider. Alors pareil pour Fallout, je vais aller assez vite parce que j'ai déjà fait des vidéos sur la série en elle-même, donc je vous laisserai une petite fiche pour aller voir. Mais en tout cas, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup surpris, que j'ai kiffé parce que moi, beaucoup surpris parce que je n'ai jamais joué au jeu, j'avais déjà entendu parler vite fait, mais je connaissais vraiment rien du tout. Et en vrai, je me suis laissé aller, j'ai kiffé. En plus, j'aime bien Walton Goggins qui joue super bien la Goule. Maximus, je connaissais pas, mais l'acteur avait fait plutôt le travail. Et la Purnell, performance qui est vraiment géniale, j'ai adoré, au point qu'elle m'a même donné envie d'écrire des histoires. Voilà, elle m'a inspiré des histoires, voilà, tout simplement. Voilà, je kiffe et la Purnell. Mais on en parlera après. Donc voilà, la série en fait elle est très bonne, je trouve que même visuellement c'est très beau à regarder. Bon, je vois en ce moment des blagues en mode ah pour la saison 2 avec l'incendie à Los Angeles, enfin, à Los Angeles ou je sais pas quoi, ça fait un vrai décor et tout. Bon, je trouve que c'est des blagues de mauvais goût, mais en tout cas les décors sont vraiment très très beaux, très très beaux, pas bio, c'est pas la même chose. Et franchement, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder. C'est l'une des deux séries que j'ai eu envie de re-regarder, mais que je n'ai pas fait non plus. Voilà, mais je pense que je l'aurai revu avant la saison 2, qui sortira pas avant 2026, donc voilà. Justement à cause de l'incendie, qui retarde le tournage. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ça, gros point fort de la série, c'est que ça m'a donné envie de jouer au jeu. Alors, j'ai pas encore beaucoup joué au jeu, mais j'ai quand même déjà acheté Fallout 1, Fallout 2, et ensuite j'ai, je crois, le 3 ou le 4. Bref, sur les 5 ou 6 Fallout qui sont sortis, j'en ai au moins 4 ou 5. Alors il y en a que j'ai eu gratos, d'autres quand ils étaient en promotion, enfin bref, voilà. En tout cas, ça m'a donné envie de découvrir l'univers. Donc pour moi, c'est forcément un très très bon point et que ça a été efficace. Mais sinon, pour en savoir plus sur ce que je pense, allez voir mes reviews. Et en première place, Sweet Pea, donc 9,5 même, j'aurais dû mettre, hein. Oui, j'aurais dû mettre plus. 3,6 sur 5 pour le public, et donc qui donne un 7,2. Produit par Sky Atlantic, réalisé par Ella Jones, avec à nouveau Ella Purnell, donc qui joue Rhiannon Lewis. Et oui, les deux séries à la première place ont la même actrice en héroïne. On a aussi Nicole Leakey qui joue Julia Blakingsop, John Pointing qui joue Craig, ou encore Callum Lynch qui joue AJ, donc ce sont un peu les quatre persos principaux. Alors, Ella Purnell est le personnage principal et les autres sont les trois personnages principaux, enfin trois personnages secondaires qu'on voit le plus. Bref. Comédie noire, drame et thriller en 6 épisodes que j'ai vu en VSTFR en streaming et qui est une série anglo-australo-italienne. Le synopsis, après avoir subi du harcèlement pendant son enfance, Rhiannon Lewis mène une vie banale en tant qu'assistante pour un journal local et vit encore chez son père. La mort de ces derniers et une rencontre inattendue entraînent des changements dans sa vie. Paf.
Du coup, je vais pas m'attarder non plus trop sur cette série parce que je pense que je ferai des reviews là-dessus, peut-être sur chaque épisode ou peut-être juste une review entièrement sur la série pour dire à quel point elle est géniale, parce qu'elle est géniale, donc c'est bien de pas toujours faire des vidéos sur des trucs qui sont pas forcément ouf, parce qu'on sait que ça va faire des vues, de cracher sur un sujet et tout. Moi j'ai envie aussi de parler de trucs que j'adore, cette série je l'ai adorée, donc je ferai des reviews sur l'objectif de Faраnder et le bazar de Faраnder, puisque c'est un trailer. Et la série elle est incroyable, franchement déjà rien que l'acting de Ella Purnell, il est incroyable. Parce qu'en gros, la série, ça raconte son personnage, voilà, qui s'est fait bully toute sa vie, et qui, du coup, va devenir une tueuse en série, très clairement. Voilà. Et c'est pas le genre de série comme Jeffrey Dahmer qui amène à glorifier, à finir par aimer les tueurs en série, parce que vraiment, la série de Jeffrey Dahmer, c'est ce qu'elle a fait, hein, elle a créé des fans de Jeffrey Dahmer, c'est... Je comprends pas. Mais ici, en gros, en fait, elle se met à tuer, mais elle se donne des excuses pour tuer. C'est en mode, oui, mais c'était des connards, machin, donc je peux tuer, que j'ai l'impression de sauver la planète et tout. Enfin bref, quelqu'un qui tue, mais clairement pour des mauvaises raisons. Enfin, elle pense que c'est des bonnes raisons, mais voilà, une personne qui est une ordure ne mérite pas de se faire assassiner, très clairement. Après, il y a des débats là-dessus, mais voilà, pour moi, le meurtre, c'est vraiment quelque chose où je suis contre. Voilà, la peine de mort, plus compliqué, je suis un peu plus mitigé là-dessus, mais bref. Euh, la série, voilà, elle suit ça, donc comment elle va faire son premier meurtre, et puis faire les d'autres meurtres, et comment elle essaye de s'améliorer, et comment elle essaye de survivre aux interrogatoires. En plus, elle est journaliste, donc en plus elle écrit des articles sur les meurtres et tout, donc comment elle envoie ses réactions sur ce que les gens y disent et tout, enfin bref. La série, elle est vraiment incroyable, en plus c'est une adaptation, donc franchement, faudrait que je lise le bouquin un jour. Je sais pas s'il y aura une suite, parce que si j'ai envie de dire, si j'ai enlevé 0,5, que j'ai pas mis 10 sur 10, alors que j'ai kiffé, c'est la dernière série que j'ai vue actuellement, et j'ai kiffé, j'ai kiffé. En plus, je me la suis gardée pour la fin, juste avant de faire le top, je me suis dit, je la garde pour la fin, c'est avec Ella Purnell, je le sens bien, je sais pas ce que ça va donner, mais je le sens bien, et j'ai bien fait parce que j'ai kiffé de fou. Et en fait, si j'enlève quelques points, c'est que ça finit en suspense. Bon, déjà, il y a un côté frustrant parce qu'il y a une personne qui déteste à mort. Tu t'en est-ce qu'elle l'a tué. Finalement, la série part sur d'autres choses qui restent logiques, mais qui part sur d'autres choses. Euh, et la fin, on a une fin à suspense où en gros, elle est chez elle, elle tue quelqu'un, je ne dirais pas qui. Et en fait, à ce moment-là, en gros, elle avait reçu des messages de sa sœur qui vit en France et qui lui dit qu'elle va revenir ben, à la maison pour faire des choses, pareil que je l'expliquerai pas maintenant. Et en fait, la série se termine où tu as le passage de la Pernelle avec le cadavre dans la cuisine. Et en gros, tu la vois dans la cuisine et en fait, le plan fait que tu as la porte ouverte du couloir, donc tu vois l'entrée et tu vois la sœur qui rentre dans la maison et en même temps tu vois la Pernelle avec le cadavre là, mais en fait tu sais que la sœur elle voit rien parce que bah, là où elle est, bah, c'est le couloir, et puis de ce qu'il y a de la cuisine, elle ne voit rien. Mais nous, du point de vue où on est, on voit tout, on sait ce qui va se passer. Tu te dis, est-ce qu'elle va quand même buter, est-ce qu'elle va buter sa sœur ou pas? Enfin, vu où elle en est, tu sais pas ce qui peut se passer. Et en vrai, ça donne envie d'avoir une suite. Et en même temps, tu dis, est-ce que faudrait vraiment une suite ou pas? Enfin, je sais pas, honnêtement. Moi, en tout cas, j'ai juste kiffé. Si on nous fait une suite, moi, je serais juste heureux parce que et la Pernelle, voilà, juste. J'ai envie de faire une mention spéciale pour elle. Il n'y en aura pas pour les films, pour les séries, oui, parce que pour moi, c'est clairement l'actrice de l'année. C'est l'actrice de l'année. Alors oui, elle n'a pas fait un film à succès ou quoi que ce soit, elle a quand même fait une série à succès. Mais pour moi, je surkiffe cette femme. Franchement, trois séries qu'elle a fait en 2024, trois séries que j'ai surkiffé. Bon, Arcane, j'ai été déçu, mais pas par son travail à elle. J'ai été déçu par l'écriture de la série et pas par son travail à elle, parce que bah, Ella Purnell fait la voix de Jinx dans Arcane et de Powder là dans l'univers parallèle. Euh, et ensuite, bon bah là, Fallout et Sweet Pea qui sont bah, mon top 1. Donc vraiment, actrice
incroyable. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que dans 2 séries sur les 3, elle se fait couper des doigts. Elle en perd en tant que Jinx, elle en perd en tant que Lucy, c'est assez marrant. Bref. Mais en tout cas, actrice, moi, que j'ai kiffé, que j'adore, elle est géniale. Elle a un acting de fou, c'est une des meilleures actrices que j'ai vues ces derniers temps. Et pour moi, euh, avant, mon top 3 ça faisait Elle Fanning, Jenna Ortega, Dakota Fanning. Et ben, pour moi, maintenant, ça fait Elle Fanning, Ella Purnell, Jenna Ortega, Dakota Fanning et Tiffany Davio en cinquième, si on devait faire un top 5. Mais juste, waouh, elle est incroyable. Après, oui, j'aime trop Elle Fanning pour céder pour l'instant la première place à une autre actrice. Mais ouais, Ella Purnell, waouh, incroyable. Franchement, sa performance dans Sweet Pea, elle est même encore mieux que dans Fallout. Elle est incroyable. Franchement, je vous conseille de regarder. Alors c'est chiant parce qu'il faut regarder en voix STFR si on aime la VF, mais ou qu'on n'est pas assez bon en anglais comme moi, même si hein, j'ai quand même vu Knuckles juste en VO sans sous-titres et j'ai tout compris. Enfin, je pense avoir tout compris. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment adoré cette actrice, incroyable. Voilà, donc on va pouvoir arrêter la vidéo. Après, il y a un truc que je voulais vérifier, donc je reviens un peu en arrière. Je pense que c'est... Non, ça doit pas être... Merde, il y avait un truc que je voulais vérifier sur ma chaîne YouTube, mais je sais plus c'est quoi, après c'est que ça devait pas être non plus très très grave, donc voilà, au pire, hein, on va laisser de côté, hein, c'est pas très grave. Donc, on va conclure là, donc c'était pas ce que j'ai oublié, donc voilà, on va conclure là. Donc, à mon avis, c'était juste pour vérifier si une série où je l'avais sortie ou pas sur, euh, sur YouTube, mais bon, voilà, je verrai en faisant le montage, hein. Donc voilà, comme je disais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un commentaire pour dire quelles ont été vos séries préférées de l'année. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit don sur Tipeee si vous voulez bah, nous aider à améliorer nos projets. Et sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je suis désolé parce que des fois j'étais un peu vite, ou ça s'est senti, hein, voilà, que je pense que ça se sent, ma façon de parler, que j'ai faim, voilà, il est 20 h, j'ai faim, donc forcément ça joue un peu sur la fin de la vidéo, mais bon, en même temps, la plupart des vidéos qui sont à la fin, la plupart je pense que j'en ai fait des vidéos, donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à demander à ce que je fasse une review, un bilan, s'il y a un truc que vous voulez absolument me voir en parler. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.